Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville depuis laquelle vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. La douleur m'a frappé comme un coup de massue en plein crâne à 3h47 du matin. Je me souviens de l'heure exacte parce que je fixais le réveil numérique sur ma table de nuit, m'efforçant de respirer à travers ce qui ressemblait à ma tête en train de se fendre en deux. À 66 ans, j'avais connu ma part de maux de tête. Mais celui-ci était différent. C'était le genre de douleur qui vous fait vous demander si vous êtes en train de mourir. Mes mains tremblaient, tandis que je cherchais mon téléphone à tâtons. Le premier numéro que j'ai composé était celui d'Antoine, mon fils unique. Je suis tombée directement sur la messagerie. Sa voix, joyeuse et automatisée, me disait de laisser un message et qu'il me rappellerait bientôt. Bientôt. Comme si une urgence médicale pouvait attendre son bon vouloir. « Antoine, c'est maman !» ai-je murmuré dans le téléphone, ma voix à peine reconnaissable, même pour moi. J'ai de terribles douleurs à la tête. Je crois que je dois aller à l'hôpital. S'il te plaît, rappelle-moi. 22 minutes ont passé. Aucun appel. La douleur empirait, se propageant dans ma nuque comme du métal en fusion. J'ai essayé de rappeler. Encore la messagerie. J'ai composé le numéro de Valérie, ma belle-fille. Elle ne m'avait jamais témoigné beaucoup de chaleur, mais sûrement en cas d'urgence. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne décroche, sa voix tranchante d'irritation. « Christine, tu sais quelle heure il est? » ?»« Valérie, je suis désolée de te réveiller, mais j'ai d'horribles douleurs à la tête. Je crois que je dois appeler une ambulance. Antoine est là? » Il y a eu une pause, et j'ai pu entendre une conversation étouffée en arrière-plan. Puis la voix de Valérie est revenue, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. « Nous sommes en vacances en famille, Christine. Nous sommes venus ici expressément pour avoir du temps sans interruption avec les enfants. S'il te plaît, ne rappelle plus à moins que quelqu'un soit littéralement en train de mourir. » La ligne s'est coupée. J'ai fixé mon téléphone, les mots résonnant dans ma tête. Vacances en famille. Les petits-enfants que j'avais aidés à élever, le fils pour lequel j'avais tout sacrifié, étaient en vacances en famille et je n'étais pas assez famille pour être incluse ou même digne d'inquiétude quand je pourrais être en train de mourir. J'ai appelé le 15 moi-même. Les ambulanciers m'ont trouvé sur le sol de ma cuisine, après m'être effondrée en essayant d'atteindre la porte d'entrée. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon de sirènes et de voix inquiètes me posant des questions auxquelles je pouvais à peine me concentrer pour répondre. « Avez-vous des personnes à contacter en cas d'urgence? » « Oui. » Je leur ai donné le numéro d'Antoine. « D'autres familles? » « Juste lui et sa femme. » Aux urgences, ils m'ont fait passer examen après examen. Scanner, analyse de sang, examen neurologique. Les antidouleurs qu'ils m'ont donnés ont atténué l'intensité. Mais la douleur émotionnelle, ça, c'était quelque chose qu'aucun médicament ne pouvait toucher. Le docteur Perrin, une femme bienveillante à peu près de mon âge, s'est assise à côté de mon lit avec les résultats que je n'arrivais pas vraiment à assimiler à travers les médicaments qu'il m'avait donnés contre la douleur. « Madame Lambert, vous avez eu ce que nous appelons une céphalée de tension sévère, probablement déclenchée par un stress extrême. Votre tension artérielle était dangereusement élevée à votre arrivée. Nous allons vous garder en observation pour la nuit. » J'ai hoché la tête, engourdie. « Quelqu'un a-t-il rappelé mon fils? » L'expression du docteur Perrin s'est adoucie de sympathie. L'infirmière a essayé le numéro que vous nous avez donné plusieurs fois. Pas de réponse. C'est là que ça m'a vraiment frappée. J'étais seule, complètement, totalement seule. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip rythmique des moniteurs et des sons lointains du couloir. J'étais allongée là dans la pénombre, fixant les carreaux du plafond et pensant à comment j'en étais arrivée là. Quand étais-je devenue si jetable pour les gens que j'aimais le plus? Une infirmière nommée Marie est venue me voir vers minuit. Elle avait probablement la quarantaine, avec des yeux bienveillants et des mains douces, tandis qu'elle ajustait ma perfusion. « Êtes-vous bien installée, Madame Lambert? Avez-vous besoin de quelque chose contre la douleur? » Juste. « Est-ce qu'il y a eu des appels pour moi? » Marie a secoué la tête avec compassion. « Je suis désolée, ma chère. Essayez de vous reposer. Parfois, la famille ne sait pas comment gérer ces situations, » a-t-elle ajouté doucement. Mais je savais mieux. Ce n'était pas une question de ne pas savoir comment gérer. C'était une question de ne pas assez s'en soucier pour essayer. J'ai dû m'assoupir parce que la chose suivante dont je me souviens, c'est que le soleil entrait à flot par la fenêtre et qu'une autre infirmière m'apportait le petit déjeuner.
Mon téléphone était resté silencieux sur la table de nuit. Pas d'appel manqué, pas de message, rien. Alors que je piochais dans les œufs de l'hôpital, une terrible clarté a commencé à s'installer en moi. Ce n'était pas une aberration. C'était la vérité de ma relation avec mon fils et sa famille. Dépouillé de tous les jolis mensonges que je m'étais racontés pendant des années, il n'avait pas besoin de moi. Il n'en avait jamais eu besoin. J'étais juste la grand-mère pratique qui gardait les enfants quand ils voulaient sortir en amoureux. La mère fiable qui aidait pour les apports et les urgences. La femme dévouée qui ne demandait rien en retour sauf d'être incluse, d'être aimée, de compter. Mais je ne comptais pas. Pas pour eux. Cette prise de conscience aurait dû me briser. Au lieu de cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, j'ai ressenti une étrange sensation de clarté. Le brouillard de vouloir constamment plaire aux autres et d'espérer désespérément s'élever, et j'ai pu voir ma vie avec une honnêteté brutale. J'avais vécu pour l'approbation des autres pendant si longtemps que j'avais oublié qui j'étais sous toute cette servilité. J'avais donné des morceaux de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Presque, mais pas tout à fait rien. Pas encore. Quand le docteur Perrin est venu faire sa visite, elle m'a trouvée assise dans mon lit, plus alerte que je ne l'avais été depuis mon arrivée. « Comment vous sentez-vous ce matin, Madame Lambert ?» »« Différente, ai-je dit honnêtement. »« Docteur, quand vous avez une patiente sans soutien familial, que recommandez-vous » Elle a étudié mon visage attentivement. « Vous demandez hypothétiquement ?»« Non. Je demande parce que je crois que je suis sur le point de devenir cette patiente. » Le docteur Perrin a tiré une chaise à côté de mon lit. « Madame Lambert, je pratique la médecine depuis 23 ans. J'ai vu beaucoup de dynamique familiale. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous traitent, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Et si je suis fatiguée de répondre en prétendant que ça ne fait pas mal, alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de prétendre. » En quittant la chambre, j'ai pris le stylo et le bloc-notes que l'hôpital avait fournis. Ma main était stable maintenant, plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des mois. J'avais une réflexion sérieuse à mener, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais réfléchir à ce que je voulais. Moi, pas à ce dont tout le monde avait besoin de ma part. Les vacances en famille finiraient par se terminer. Antoine et Valérie reviendraient, s'attendant probablement à trouver la même mère et grand-mère accommodantes et disponibles qu'ils avaient laissées derrière eux. Ils allaient avoir une sacrée surprise. Les souvenirs sont revenus en masse alors que j'étais allongée dans ce lit d'hôpital. Chacun était une pièce d'un puzzle que j'avais été trop proche pour voir clairement. Comment étais-je devenue le distributeur automatique de la famille sans même m'en rendre compte? Cela avait commencé lentement, comme ces choses commencent toujours. Quand Antoine avait ramené Valérie à la maison pour la première fois il y a 8 ans, j'étais ravie. Mon fils, 32 ans, s'installait enfin avec une belle femme ambitieuse qui semblait l'adorer. Je voulais tellement être la belle-mère que je n'avais jamais eue, aidante, disponible, mais pas intrusive. Valérie était intelligente dans sa façon de procéder. Elle ne demandait jamais d'argent directement, ne faisait jamais de demande. Au lieu de cela, elle peignait des tableaux de rêve juste légèrement hors de portée. Cet appartement est presque parfait, mais juste un peu au-dessus de notre budget. Le mariage serait exactement ce qu'on veut, si seulement on pouvait se permettre la salle qu'on aime vraiment. J'ai fait chèque après chèque, me disant que j'investissais dans leur bonheur. Quand ils ont acheté leur première maison, j'ai contribué 20 000 € pour l'apport. « Juste un prêt, maman », avait dit Antoine en me serrant fort. « On te remboursera dès qu'on sera installé. » C'était il y a 7 ans. Le prêt n'a plus jamais été mentionné. Quand la petite Emma est née, j'étais aux anges. Ma première petite fille, une petite fille parfaite avec les yeux d'Antoine et mon menton têtu. Je me suis portée volontaire pour aider à garder les enfants, faisant les 40 minutes aller-retour jusqu'à leur maison 3 fois par semaine pour que Valérie puisse reprendre le travail à temps partiel. « Tu es une vraie bouée de sauvetage, Christine », disait Valérie, attrapant déjà son sac à main alors que je passais la porte. Emma vient de s'endormir pour sa sieste. Il y a des biberons dans le frigo. Je serai de retour vers 17 heures. J'adorais ces journées avec Emma. Je la tenais pendant qu'elle dormait, lui chantais les mêmes berceuses que j'avais chantées à Antoine et rêvais de toutes les façons dont j'allais gâter cette enfant précieuse. Quand elle a fait ses premiers pas,
C'était dans mon salon, ses petites mains potelées tendues vers moi. J'étais la première à le voir, et mon cœur a failli exploser de fierté. Mais quand j'ai appelé Valérie avec excitation pour partager la nouvelle, sa réponse a été glaciale. Elle marche pratiquement depuis des semaines à la maison, Christine. Tu n'as probablement pas remarqué, parce qu'elle est plus à l'aise avec nous. Ça aurait dû être mon premier vrai signal d'alarme, mais je l'ai refoulé. Les nouvelles mères étaient protectrices. Je me suis dit que c'était naturel. Quand Thomas est arrivé 2 ans plus tard, le schéma s'est intensifié. Maintenant, je gardais les 2 enfants 3 jours par semaine, plus la plupart des samedis soirs quand Antoine et Valérie voulaient en sortir. J'achetais des vêtements, des jouets, je payais les cours de natation et la gym pour tout petit parce que l'argent est tellement serré avec 2 enfants. Les enfants m'adoraient et je vivais pour leurs cris de joie quand j'arrivais. Emma courait vers moi avec ses dessins de la maternelle et Thomas grimpait sur mes genoux avec son livre préféré. J'étais Mamie Christine, celle qui avait toujours des goûters et des câlins et une patience infinie. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Comment Valérie corrigeait les enfants quand ils devenaient trop affectueux avec moi. Comment elle redirigeait subtilement leur attention quand ils demandaient à m'appeler pendant la semaine. Comment les photos de famille chez eux mettaient en évidence ses parents à elle. Mais les miennes étaient rangées dans un tiroir. Les enfants s'attachent trop à toi, m'a-t-elle dit un jour, de façon complètement factuelle. Ce n'est pas sain pour eux de préférer leur grand-mère à leurs parents. J'étais tellement prise au dépourvu que je n'ai pas pu répondre. Me préférer? Je les aimais juste comme les grands-mères le font. Mais Valérie présentait ça comme si je dépassais les bornes, comme si c'était inapproprié d'une certaine façon. C'est là que les règles ont commencé. Je ne pouvais emmener les enfants qu'à des activités préapprouvées. Je devais vérifier avec Valérie avant de leur acheter quoi que ce soit de plus de 10 €. Les traditions familiales que j'espérais partager, comme faire des gâteaux de Noël ou les emmener au zoo, devaient d'abord être validées par elle. Antoine, mon gentil garçon qui me racontait tout autrefois, est devenu de plus en plus distant. Les conversations avec lui semblaient scénarisées, comme s'il récitait des éléments de langage que Valérie avait préparés. Il a arrêté d'appeler juste pour bavarder. Il a arrêté de me demander mon avis sur quoi que ce soit. Notre relation est devenue transactionnelle. Il avait besoin de quelque chose. Il appelait. Sinon, silence. Le point de rupture aurait dû être Noël dernier. J'avais passé des semaines à préparer une journée spéciale pour les enfants, des chaussettes faites maison, une chasse au trésor, leur petit déjeuner préféré. J'avais même acheté un petit sapin de Noël pour mon appartement, pour qu'ils puissent t'aider à le décorer quand ils passeraient la nuit du réveillon chez moi. Le réveillon est passé. Aucun appel. Le matin de Noël, j'étais assise seule dans mon appartement, entourée de cadeaux emballés et de brioches qui refroidissaient, attendant qu'ils arrivent. À midi, j'ai finalement appelé. « Oh, Christine !» La voix de Valérie était légère et désinvolte avec le son des enfants qui riaient en arrière-plan. On a décidé de passer le matin de Noël juste en famille immédiate cette année. Tu comprends, n'est-ce pas? Les enfants doivent apprendre que Noël, c'est un moment en famille. Un moment en famille. J'étais de la famille, non? Ou étais-je juste le personnel engagé? J'ai passé ce jour de Noël seule. Et pour la première fois, je me suis autorisée à pleurer. Vraiment pleurer. Pas les larmes silencieuses que je refoulais depuis des mois, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient d'un endroit que j'avais ignoré. Mais même alors, je me suis convaincue que c'était un malentendu. Peut-être avais-je été trop insistante, trop impliquée. Peut-être avaient-ils besoin d'espace pour construire leur propre tradition. Je pouvais être patiente. Je pouvais attendre. Les demandes d'aide ont continué à affluer, cependant. Est-ce que je pouvais garder les enfants pendant que Valérie partait en week-end spa avec ses amis? Est-ce que je pouvais contribuer aux frais de maternelle de Thomas? Est-ce que je pouvais aider avec l'apport pour leur nouveau SUV? Chaque fois, j'ai dit oui. Chaque fois, je me suis dit que c'était ce que les familles aimantes font les unes pour les autres. Chaque fois, j'ai refoulé le sentiment grandissant que j'étais utilisée. Il y a 3 mois, les choses ont escaladé d'une façon qui aurait dû complètement m'ouvrir les yeux. La mère de Valérie, Sylvie, était en visite depuis Nice, et j'étais excitée de passer enfin du temps avec elle. Nous ne nous étions rencontrés que brièvement au mariage, et je pensais que ce serait agréable d'avoir une autre grand-mère avec qui partager des histoires. J'ai invité tout le monde pour le déjeuner du dimanche. Mon fameux pot-au-feu, du pain fait maison, une tarte aux pommes.
J'ai passé tout le samedi à nettoyer et cuisiner, voulant que tout soit parfait. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Pas d'excuses, pas d'explications. Sylvie a fait son entrée chez moi comme si elle en était propriétaire, critiquant immédiatement tout, de ma décoration à la façon dont j'avais mis la table. « Oh là là !» a-t-elle dit en regardant ma petite salle à manger. « C'est cosy. Les enfants doivent se sentir tellement à l'étroit ici comparé à leur belle maison. » Pendant le repas, elle nous a régalé d'histoires sur ses autres petits-enfants, ceux qui vivaient près d'elle à Nice, ceux qu'elle voyait tout le temps, ceux qui étaient tellement plus avancés qu'Emma et Thomas. « Bien sûr !» a-t-elle dit en coupant son pot-au-feu avec une difficulté théâtrale. Quand on est vraiment impliqué dans la vie de ses petits-enfants, on voit la différence que ça fait. J'ai ressenti chaque mot comme une gifle. Antoine était assis en silence, ne me défendant pas, ne corrigeant pas l'affront évident. Valérie souriait et hochait la tête, encourageant les comparaisons cruelles de sa mère. Le pire est arrivé quand Sylvie a sorti son téléphone pour montrer des photos. Photos après photos de réunions de famille, de vacances, de fêtes d'anniversaire, la montrant toutes au premier plan avec les petits-enfants de Nice. Des portraits de familles professionnelles où elle se tenait fièrement à côté des parents, clairement reconnue comme une partie importante de la famille. On fait de grandes vacances en famille chaque année en Savoie, a-t-elle annoncé. Tous les enfants et petits-enfants ensemble. C'est une si belle tradition. Emma a levé les yeux de son assiette. « Mamie Christine, pourquoi tu ne viens pas en vacances avec nous ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Valérie et Sylvie ont échangé un regard qui en disait long. Antoine fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. « Eh bien, ma chérie, » a finalement dit Valérie, sa voix écœurante de douceur. « Mamie Christine a sa propre vie à vivre. Elle ne veut pas être dérangée par des voyages en famille. » Je voulais crier. Je voulais dire à Emma que je n'avais jamais été invitée, que je ne voudrais rien de plus que de créer des souvenirs avec elle et Thomas. Au lieu de cela, je suis restée assise là comme l'idiote que j'étais devenue, souriant et hochant la tête et prétendant que ça ne me déchirait pas en morceaux. Maintenant, allongée dans ce lit d'hôpital, je pouvais voir le schéma avec une clarté brutale. Je n'étais pas de la famille, j'étais le personnel. Pratique quand nécessaire, congédié quand non. L'argent que je leur avais donné, le temps que j'avais passé à m'occuper de leurs enfants, les morceaux de ma vie que j'avais sacrifiés. Rien de tout cela ne m'avait valu une place à leur table. J'étais la grand-mère qu'ils toléraient, parce que j'étais utile, pas parce que j'étais aimée. Le téléphone à côté de mon lit restait silencieux. Pas d'appels inquiets d'Antoine. Pas de messages de Valérie demandant comment j'allais. Les vacances en famille étaient plus importantes que le fait que je vive ou meure. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma situation avec une honnêteté complète. Et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à imaginer ce que ma vie pourrait ressembler si j'arrêtais de mendier des miettes d'affection auprès de gens qui ne me voyaient que comme une ressource pratique. La colère qui s'était accumulée en moi pendant des mois a enfin trouvé sa voie. Pas de la rage exactement, mais quelque chose de plus froid et de plus déterminé. Une détermination qui m'a surprise par sa force. J'ai repris le bloc-notes. J'avais des plans à faire. La deuxième nuit à l'hôpital, je n'arrivais pas à dormir. Pas à cause de la douleur cette fois, mais parce que mon esprit travaillait de façon qu'il n'avait pas travaillé depuis des années. J'avais l'impression de voir ma vie à travers des yeux différents, et ce que je voyais me rendait malade. Marie, l'infirmière de nuit, m'a trouvée assise à 2 heures du matin, écrivant furieusement dans mon bloc-notes. « Vous n'arrivez pas à dormir, ma chère ?» a-t-elle demandé en vérifiant mes constantes avec une efficacité pratiquée. « Je fais des listes !» ai-je soupiré, me surprenant moi-même par la stabilité de ma voix. « Quel genre de liste ?» J'ai regardé les pages que j'avais remplies. Tout ce que je leur ai donné. Tout ce que j'ai fait pour eux. Tout ce que je ne ferai plus jamais. Marie a fait une pause dans son travail, étudiant mon visage. Des problèmes de famille? Des prises de conscience familiales. J'ai posé mon stylo et j'ai croisé son regard. « Marie, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Si vous donniez et donniez à des gens qui ne faisaient que prendre et ne donnaient jamais rien en retour, comment appelleriez-vous cette relation? » Elle laisse rester silencieuse un moment, puis s'est assise sur le bord de mon lit. « J'appellerais ça malsain, et je demanderais pourquoi la personne permet que ça continue. » « Et si c'était la seule famille que vous aviez?
Ma chère, la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se présente quand vous en avez besoin. Elle a fait un geste vers la chambre vide. Qui s'est présenté pour vous? Cette simple question m'a frappé comme un coup physique. Qui s'était présenté? Le docteur Perrin, qui avait pris le temps de vraiment m'écouter. Marie, qui me traitait avec plus de gentillesse en 2 jours que mon fils n'en avait montré depuis des années. Les ambulanciers, qui s'étaient précipités pour aider une inconnue. Même l'aumônier de l'hôpital qui était passé plus tôt pour prendre de mes nouvelles. Aucun d'entre eux n'était lié à moi. Pourtant, ils avaient tous montré plus de préoccupation pour mon bien-être que ma propre famille. Je crois que j'ai confondu obligation et amour, ai-je dit doucement. Marie a hoché la tête. C'est une erreur courante, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre la différence. Après son départ, je suis retournée à mes listes. La première s'intitulait « Ce que j'ai donné ». Au moment où j'ai terminé, elle couvrait 3 pages. Argent, temps, énergie, opportunités que j'avais laissées passer, relations que j'avais négligées, rêves que j'avais abandonnés. Le total était stupéfiant. La deuxième liste était ce que j'ai reçu en retour. Elle était honteusement courte. Quelques merci obligatoires, quelques photos de famille posées, un accès à des petits-enfants à qui on apprenait à me voir comme secondaire par rapport à leur vraie famille. La troisième liste était la plus importante. Ce que je veux pour le reste de ma vie. Celle-ci était plus difficile. J'avais été tellement concentrée sur ce que tout le monde voulait pendant si longtemps que j'avais oublié comment vouloir des choses pour moi-même. Mais lentement, soigneusement, j'ai commencé à écrire. Je voulais voyager. J'avais toujours rêvé de voir l'Italie. Mais chaque fois que j'avais économisé assez d'argent, une urgence familiale avait requis mes fonds. Je voulais prendre un cours d'art. J'avais adoré dessiner quand j'étais jeune, mais j'avais abandonné quand Antoine était petit et je n'avais jamais repris. Je voulais me faire des amis qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Plus que tout, je voulais arrêter de vivre ma vie en marge du bonheur des autres. Au matin, j'avais un plan. Pas un plan vengeur ou une confrontation dramatique, mais quelque chose de plus calme et de plus puissant. J'allais reprendre ma vie morceau par morceau en commençant immédiatement. Le docteur Perrin est arrivé pour sa visite à 7 heures du matin. Me trouvant habillée et assise dans le fauteuil à côté de mon lit, mon bloc-notes serré dans mes mains. « Vous avez l'air différente ce matin, Madame Lambert. Comment vous sentez-vous? » L'esprit clair. « Docteur, je dois vous demander quelque chose. Combien de temps me reste-t-il? » Elle a froncé les sourcils, inquiète. « Pardon, que voulez-vous dire? » J'ai 66 ans. J'ai gaspillé des années à essayer d'acheter l'amour de gens qui n'allaient jamais me le donner. En supposant que je reste en bonne santé, combien de bonnes années me reste-t-il pour vivre pour moi-même? L'expression du docteur Perrin s'est adoucie de compréhension. Madame Lambert, vous pourriez avoir 20 ou 30 bonnes années devant vous, peut-être plus. Vous pensez à faire des changements? Je pense à faire tous les changements. Elle s'est assise en face de moi. Puis-je vous donner un conseil? Je vois beaucoup de patientes dans votre situation. Des personnes qui ont passé leur vie à s'occuper de tout le monde jusqu'à ce qu'elles se réveillent un jour et réalisent qu'elles ont oublié de s'occuper d'elles-mêmes. J'ai hoché la tête, avide de toute sagesse qui pourrait m'aider à naviguer ce qui allait suivre. Celles qui s'épanouissent sont celles qui arrêtent de s'excuser de vouloir leur propre bonheur. Elles arrêtent d'expliquer leurs décisions à des gens qui n'ont jamais eu leurs meilleurs intérêts à cœur. Elles commencent simplement. Commencer quoi? Commencer à vivre comme si leur vie comptait, parce qu'elle compte. Après son départ, j'ai appelé le service des patients de l'hôpital. J'avais besoin d'informations sur comment changer mes contacts d'urgence, mettre à jour mes directives de santé et plusieurs autres questions juridiques auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. En 1 heure, j'avais une liste d'avocats et de conseillers financiers qui pouvaient m'aider à restructurer ma vie. Mon appel suivant était pour ma voisine, Éléonore Dubois. Nous étions cordiales depuis des années, même si je n'avais jamais eu le temps d'approfondir la relation parce que je courais toujours aider Antoine pour quelque chose. « Christine, j'ai appris que tu étais à l'hôpital. Comment te sens-tu? » « Beaucoup mieux, merci. » « Éléonore, j'ai une question étrange. Est-ce que ça te dirait de faire un voyage en Italie avec moi? » Il y a eu une pause. « L'italien? Tu es sérieuse? » « Tout à fait sérieuse. J'ai toujours voulu y aller, et je pense que ce serait plus amusant avec une amie. »« Oh mon Dieu, oui!
Je rêve de l'Italie depuis des années. Tu pensais à quand? Bientôt. Très bientôt. Nous avons parlé pendant 20 minutes et je me suis retrouvée à rire pour la première fois depuis des mois. Éléonore était enthousiaste, pleine d'idées sur les endroits à visiter et les choses à voir. Elle n'a pas demandé pourquoi ce plan soudain, ni si ma famille approuvait. Elle a juste partagé mon excitation et c'était merveilleux. Mes papiers de sortie sont arrivés dans l'après-midi. L'assistante sociale, une femme efficace nommée Carole, a passé en revue mes instructions de suivi et mes médicaments. « Avez-vous quelqu'un qui peut veiller sur vous les prochains jours ?» a-t-elle demandé. « Je m'en sortirai très bien toute seule. »« Et le soutien familial ?» J'ai croisé son regard fermement. J'apprends à me soutenir moi-même. Carole m'a étudié un moment, puis a fait une note dans mon dossier. « Madame Lambert, vous semblez être une femme très forte. Faites confiance à votre instinct. » En rassemblant mes quelques affaires, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le mal de tête avait disparu. Ma tension était normale. Et pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'impression d'avoir le contrôle de ma propre vie. J'ai pris un taxi pour rentrer au lieu d'appeler Antoine. Le trajet m'a donné le temps de regarder mon quartier avec des yeux neufs. J'habitais la même maison depuis 15 ans, depuis mon divorce, mais je ne l'avais jamais vraiment appréciée. C'était une jolie petite maison avec un jardin que j'avais négligé parce que j'étais toujours chez Antoine à aider avec les enfants. À l'intérieur, tout semblait différent aussi. Les meubles que j'avais achetés pour les visites de petits-enfants qui venaient rarement. La chambre d'amis que j'avais préparée pour une famille qui ne restait jamais dormir. La cuisine où j'avais préparé d'innombrables repas pour des gens qui tenaient mes efforts pour acquis. J'ai traversé chaque pièce, la voyant non pas comme une salle d'attente pour l'approbation des autres, mais comme mon espace, mon sanctuaire, mon foyer. La première chose que j'ai faite a été de débrancher le téléphone fixe. Si Antoine voulait me joindre, il pouvait appeler mon portable. Mais je n'allais plus rester assise près d'un téléphone, espérant des appels qui ne viendraient peut-être jamais. La deuxième chose que j'ai faite a été de sortir le dossier de brochures de voyage que je collectionnais depuis des années. L'Italie, la France, l'Angleterre, l'Irlande. Des endroits que je rêvais de voir, mais que je n'avais jamais priorisés parce que la famille passait toujours en premier. Plus maintenant. J'ai étalé les brochures sur ma table de cuisine et j'ai commencé à planifier le voyage dont Éléonore et moi avions discuté. 2 semaines en Italie, commençant par Rome et traversant la Toscane. Je pouvais facilement me le permettre, maintenant que je ne finançais plus les rêves des autres. Alors que le soir approchait, j'ai senti une anxiété familière s'insinuer. C'était habituellement le moment où j'aurais appelé Antoine pour prendre des nouvelles, où j'aurais demandé des nouvelles des enfants, où j'aurais proposé mon aide pour n'importe quelle crise qui aurait émergé ce jour-là. Au lieu de cela, je me suis versé un verre de vin, quelque chose que je faisais rarement parce que Valérie avait un jour fait une remarque désobligeante sur les grands-mères qui boivent. Je me suis assise dans mon jardin, regardant le coucher de soleil peindre mes fleurs négligées d'une lumière dorée, et je me suis autorisée à être fière. J'avais survécu à une urgence médicale toute seule. J'avais fait des projets qui m'enthousiasmaient. J'avais commencé à imaginer une vie qui tournait autour de mon propre bonheur au lieu de la convenance de tout le monde. Mon téléphone était resté silencieux à côté de moi. Et pour la première fois, ce silence ressemblait à de la paix plutôt qu'à du rejet. Demain, Antoine et Valérie reviendraient de leurs vacances en famille. Demain, ils s'attendraient probablement à trouver la même mère et grand-mère accommodantes qu'ils avaient laissées derrière eux. Demain, ils allaient découvrir que je n'étais plus disponible pour ce rôle. Le poste avait été définitivement supprimé. Ce soir, j'allais profiter de mon vin, planifier mon aventure italienne et me coucher tôt sans me soucier des besoins de personne d'autre que les miens. Ça semblait révolutionnaire. L'appel est arrivé le mardi matin, exactement 1 semaine après mon séjour à l'hôpital. J'étais dans mon jardin, en train de jardiner vraiment pour la première fois depuis des années, quand mon téléphone a sonné. Le nom d'Antoine est apparu sur l'écran, et j'ai senti le sursaut familier dans mon estomac que ces appels provoquaient toujours. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire après 1 semaine de silence radio pendant ma crise médicale. « Bonjour Antoine. Maman, on vient de rentrer de Biarritz. » C'était incroyable. Les enfants se sont tellement amusés à l'hôtel. Sa voix était légère et joyeuse, comme si rien ne s'était passé. « Comment vas-tu »
Je me suis assise sur mes talons, de la terre encore sous les ongles, et j'ai été stupéfaite par son inconscience totale. J'ai été à l'hôpital, Antoine. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'inquiétude dans sa voix m'aurait peut-être trompée il y a une semaine. Maintenant, elle sonnait creux, performative. Mardi dernier soir, violent maux de tête, tension artérielle dangereusement élevée. J'y suis restée 2 jours. Oh mon Dieu, maman, pourquoi tu ne m'as pas appelée? J'ai failli rire. Je t'ai appelée plusieurs fois. Tu n'as pas répondu. On était en vacances, maman. Tu sais comme le réseau peut être capricieux dans les stations balnéaires. J'ai aussi appelé Valérie. Elle m'a dit de ne pas vous déranger à moins que quelqu'un soit littéralement en train de mourir. Il y a eu une longue pause. Je pouvais pratiquement l'entendre chercher une explication qui rendrait ça raisonnable. Bon, tu vas bien maintenant, non? Je veux dire, tu as l'air d'aller bien. Je vais bien, Antoine, sans aucune aide de votre part. Maman, ne sois pas comme ça. On ne savait pas que c'était grave. Si tu avais su que c'était grave, quoi? Tu aurais écourté tes vacances? Tu te serais précipité à la maison pour t'assurer que j'allais bien? Une autre pause. Bien sûr qu'on l'aurait fait, mais sa voix manquait de conviction, et nous le savions tous les deux. J'ai besoin que tu viennes ce week-end, a-t-il continué, changeant de sujet avec une aisance pratiquée. Les parents de Valérie sont en visite, et on fait un grand barbecue familial. Les enfants n'arrêtent pas de demander après leur mamie Christine. L'ancienne moi aurait dit oui immédiatement, reconnaissante d'être incluse, désireuse de prouver ma valeur en tant que grand-mère. La nouvelle moi entendait quelque chose de différent dans son invitation. « Qu'est-ce que tu as besoin que j'apporte? » Eh bien, tu sais comme tout le monde adore ta salade de pommes de terre et peut-être quelques-uns de ces brownies que les enfants aiment. Oh, et est-ce que tu pourrais prendre quelques bouteilles de vin en venant? Le voilà. La vraie raison de l'invitation. Je n'étais pas invitée comme un membre de famille aimé. On m'assignait des tâches comme au personnel engagé. Non, Antoine. Quoi? Non, je ne viendrai pas à ton barbecue. Je pouvais entendre la confusion dans sa voix. Pourquoi pas? Tu ne te sens toujours pas bien? Je me sens mieux que je ne me suis sentie depuis des années, en fait. Je ne suis simplement plus disponible pour être votre organisatrice de fête. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste un barbecue familial. Ah oui? Parce que ça semble plutôt être que tu as besoin que je fournisse nourriture et boissons pour les parents de ta femme. Ce n'est pas du temps en famille, Antoine. C'est de la restauration. Ce n'est pas... Maman, tu es ridicule. On ne te demande pas de faire traiteur. On pensait juste que tu voudrais contribuer. J'ai contribué, Antoine, pendant 8 ans. J'ai contribué de l'argent, du temps, de la garde d'enfants et du travail émotionnel pour ta famille. J'ai fini de contribuer. Le silence s'est étiré entre nous, lourde chose que ni l'un ni l'autre n'avions jamais dite à voix haute. Qu'est-ce que tu veux dire, tu as fini? J'ai pris une profonde inspiration, me sentant remarquablement calme, malgré l'intensité de la conversation. Je veux dire que j'en ai fini d'être prise pour acquise. J'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille. J'en ai fini de mendier des miettes d'affection auprès de gens qui n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose. Maman, ce n'est pas juste. Antoine, c'était quand la dernière fois que tu m'as appelé juste pour parler? C'était quand la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais sans avoir besoin de quelque chose de ma part? C'était quand la dernière fois que tu m'as incluse dans les projets familiaux au lieu de m'assigner des devoirs pour eux? Il ne pouvait pas répondre, et c'était une réponse suffisante. Je pars en voyage en Italie le mois prochain, ai-je dit, me surprenant moi-même par le bien que ça faisait de le dire à voix haute. Éléonore et moi partons pour 2 semaines. L'Italie? Maman, c'est beaucoup d'argent. Tu es sûre que tu peux te le permettre? La question était tellement prévisible, tellement révélatrice, que j'ai vraiment souri. Je peux facilement me le permettre, maintenant que je ne finance plus les rêves des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini, Antoine. Fini de payer pour ton prêt immobilier, tes voitures, les activités de tes enfants, vos vacances en famille auxquelles je ne suis pas invitée. Tu as 39 ans. Tu peux payer tes propres factures. Maman, on ne t'a jamais demandé de... Vous n'aviez pas besoin de demander. Vous avez juste pris. Et j'ai donné parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour, n'est-ce pas? C'était une transaction. Je vous ai donné de l'argent et du temps et du dévouement. Et en retour, vous m'avez donné juste assez d'attention pour me garder investie. Ce n'est pas vrai. Ah non, Antoine? J'étais seule dans une chambre d'hôpital pendant 2 jours la semaine dernière.
et aucun de vous ne s'est assez soucié de moi pour prendre de mes nouvelles. Mais te voilà aujourd'hui à me demander d'apporter de la salade de pommes de terre à ta fête. » La colère s'insinuait enfin dans sa voix. « Tu es injuste. On tient à toi. »« Non, Antoine, vous tenez à ce que je peux faire pour vous. » « Il y a une différence. »« Alors quoi, tu vas nous punir? Nous couper parce qu'on est partis en vacances? » Je ne punis personne. Je choisis simplement de vivre ma vie pour moi-même désormais. Et les enfants? Et Emma et Thomas? Cette question m'a touchée différemment des autres. Les enfants étaient innocents dans tout ça, et je les aime désespérément. Mais je savais aussi que les aimer ne m'obligeait pas à continuer à permettre le comportement de leurs parents. J'aime Emma et Thomas. Je les aimerai toujours. Mais je ne serai plus disponible pour faire du babysitting. Je ne contribuerai plus à leurs activités ou leurs dépenses. Si vous voulez qu'ils aient une relation avec moi, vous devrez faciliter ça, sans attendre que je fournisse des services en échange. Maman, c'est de la folie. Tu es leur grand-mère. Oui, je le suis. Et si tu veux que je continue à faire partie de leur vie, tu devras me traiter comme de la famille plutôt que comme du personnel. Je pouvais entendre la voix de Valérie en arrière-plan, tranchante et en colère. Antoine lui transmettait manifestement des bribes de notre conversation. « Valérie veut te parler, » a-t-il dit. « J'en suis sûre. Mais j'ai fini de parler pour aujourd'hui, Antoine. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais je m'aime aussi. Et je suis enfin prête à agir en conséquence. Maman, ne raccroche pas. On doit régler ça. Il n'y a rien à régler. C'est comme ça que les choses vont être à partir de maintenant. Vous pouvez l'accepter ou non, mais vous ne pouvez pas le changer. » J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, puis j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Mes mains tremblaient légèrement. Mais c'était de l'adrénaline, pas de la peur. Je venais de poser la première vraie limite de ma vie d'adulte, et c'était terrifiant et exaltant en même temps. 1 heure plus tard, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Antoine debout sur mon perron, le visage rouge de colère. Valérie était à côté de lui, les bras croisés et l'expression orageuse. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais cette conversation devait avoir lieu tôt ou tard, et j'étais aussi prête que je le serais jamais. « Bonjour, Antoine. » Valérie. J'ai gardé la porte partiellement fermée, ne les invitant pas à entrer. « Maman, on doit parler de tout ça !» a dit Antoine, sa voix tendue d'une frustration à peine contrôlée. Je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire. Valérie a fait un pas en avant, sa voix écœurante de douceur. « Christine, je crois qu'il y a eu un malentendu. Nous sommes de la famille. » La famille arrange les choses. Sommes-nous de la famille, Valérie? Parce que les membres d'une famille montrent généralement de l'inquiétude quand quelqu'un est hospitalisé. Les membres d'une famille s'incluent mutuellement dans les événements importants. Les membres d'une famille ne se traitent pas mutuellement comme du personnel engagé. Son masque a légèrement glissé. Tu exagères. Donc, on est parti en vacances et on n'a pas vérifié nos téléphones constamment. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas à toi. Vous n'avez pas juste omis de vérifier vos téléphones. Tu m'as spécifiquement dit de ne pas appeler à moins que quelqu'un soit littéralement en train de mourir. Eh bien, j'aurais pu être en train de mourir et vous vous en fichiez. Antoine est intervenu. Maman, on tient à toi. Bien sûr qu'on tient à toi. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on laisse tout tomber chaque fois que tu as un mal de tête. Un mal de tête? Je l'ai fixé avec incrédulité. Antoine, j'ai été hospitalisée pendant 2 jours avec une tension artérielle dangereusement élevée. Ce n'était pas un mal de tête. C'était une urgence médicale. Mais tu vas bien maintenant, a dit Valérie avec dédain. Alors c'est quoi le problème? Cette question a tout cristallisé pour moi. Ces gens pour lesquels j'avais tant sacrifié ne pouvaient véritablement pas comprendre pourquoi être abandonné pendant une crise médicale était un problème. Le problème, Valérie, c'est que je vois enfin clairement. Je vois que j'ai passé 8 ans à essayer d'acheter ma place dans une famille qui n'a jamais voulu de moi en premier lieu. Ce n'est pas vrai, a protesté Antoine, mais sa voix manquait de conviction. Ah non, Antoine? Réponds-moi honnêtement. Si j'arrêtais de vous donner de l'argent, arrêtais de faire du babysitting, arrêtais de fournir des services, voudrais-tu toujours de moi dans ta vie? La pause avant sa réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Bien sûr qu'on voudrait. Mais maman, les relations, c'est du donnant-donnant. Tu as raison, ça l'est. Et pendant 8 ans, j'ai donné et vous avez pris. Il est temps que ça change. La patience de Valérie a finalement craqué. Tu es égoïste, Christine. Les enfants ont besoin de leur grand-mère. Les enfants ont besoin d'une grand-mère qui est valorisée pour qui elle est,
pas pour ce qu'elle fournit. Ils ont besoin de voir des relations saines leur être données en exemple. Ce dont ils n'ont pas besoin, c'est de regarder leurs parents exploiter quelqu'un qui les aime. Exploiter? La voix d'Antoine s'est élevée. Maman, on ne t'a jamais exploité. Tout ce que tu as fait, tu as proposé de le faire. Tu as raison. J'ai proposé parce que j'étais désespérée pour votre amour et votre acceptation. Et je pensais que si je donnais juste assez, faisais assez, sacrifiais assez, vous finiriez par me voir comme digne d'être incluse dans votre famille. J'ai pris une inspiration, me sentant remarquablement calme malgré l'intensité de la conversation. Mais je n'ai plus besoin de mériter l'amour. Je pars en Italie avec Éléonore. Je prends des cours d'art. Je vais vivre la vie que j'ai mise en attente pendant que j'attendais que vous décidiez que j'étais assez bien. Alors c'est ça? Le masque de Valérie avait complètement disparu maintenant, sa voix tranchante de colère. Tu vas simplement abandonner tes responsabilités? Ma seule responsabilité est envers moi-même. Vous êtes tous les deux des adultes. Vous pouvez gérer vos propres responsabilités. Alors qu'il se retournait pour partir, Valérie s'est arrêtée et m'a regardée, son expression soudainement vulnérable. Tu ne comprends pas. Ma grand-mère m'a utilisée aussi. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu par cette révélation inattendue. La mère de ma mère, a continué Valérie, sa voix plus douce maintenant. Elle était toujours calculatrice. Tout avait un prix, même son amour. Elle a dégluti difficilement. Je me suis promis de ne jamais être comme elle, de ne jamais laisser mes enfants être utilisés comme ça. Pour la première fois, j'ai entrevu quelque chose sous l'extérieur parfait de Valérie, une enfant blessée qui avait appris tôt que l'amour était conditionnel. Valérie, je suis désolée que ça te soit arrivé. Vraiment. Mais je ne suis pas ta grand-mère. Je n'ai jamais rien demandé en retour pour avoir aimé Emma et Thomas. Tu dis ça maintenant, mais... Non, je l'ai coupé doucement. Je n'ai jamais tenu de compte avec les enfants. Seulement avec toi et Antoine. Antoine, qui était resté silencieux pendant cet échange, a finalement parlé. Maman, tu ne comprends pas la pression sous laquelle on est. Le prêt immobilier, les activités des enfants, les prêts étudiants de Valérie, on est en train de se noyer. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai tellement peur de les décevoir, de ne pas être à la hauteur. À ce moment-là, j'ai vu mon fils, vraiment vu pour la première fois depuis des années. Pas l'homme confiant et qui a réussi qu'il prétendait être, mais un garçon effrayé, terrifié de décevoir les gens qui comptaient sur lui. Antoine, je comprends la pression. Je t'ai élevé seul après le départ de ton père. Mais profiter de moi n'est pas la solution à vos problèmes. On n'a pas... Peut-être pas consciemment, mais si. Et ça s'arrête maintenant. Ils sont partis en colère et je savais qu'ils reviendraient. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de leur colère. Je n'allais pas essayer de réparer ou d'arranger les choses, ou de trouver un moyen de les rendre à nouveau contents de moi. J'étais enfin libre. Le harcèlement a commencé le lendemain. Au début, c'était juste des appels téléphoniques. Antoine appelait toutes les quelques heures, son ton alternant entre colère et supplication. Quand j'ai arrêté de répondre, Valérie a pris le relais, laissant des messages vocaux qui devenaient de plus en plus désespérés et manipulateurs. « Christine, c'est ridicule. Les enfants demandent « Où est mamie ?» Tu veux vraiment blesser des enfants innocents parce que tu as une sorte de crise de la soixantaine? J'ai supprimé chaque message sans l'écouter complètement. Mais jeudi, ils avaient escaladé. J'étais encore dans mon jardin, en train de transplanter des rosiers que j'avais négligés pendant des années, quand ma voisine Éléonore est apparue à la clôture entre nos jardins. « Christine, ma chérie, est-ce que tout va bien? Il y a une femme étrange assise dans une voiture devant chez toi depuis 2 heures. » J'ai regardé vers la rue et j'ai vu le SUV gris de Valérie garé en face de mon allée. Elle était assise sur le siège conducteur, parlant avec animation au téléphone, faisant occasionnellement des gestes vers ma maison. « C'est ma belle-fille », ai-je dit en époussetant la terre de mes mains. Nous avons un désaccord. Éléonore a froncé les sourcils. Elle a pris des photos de ta maison et elle t'a suivi au supermarché hier. Je l'ai vue sur le parking en partant. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'avais remarqué le SUV hier, mais j'avais pensé que c'était une coïncidence. L'idée que Valérie me suivait vraiment, documentait mes activités, semblait invasive et légèrement menaçante. « Éléonore, si ça ne te dérange pas que je demande, est-ce que tu as une caméra de surveillance sur ton Porsche? Oui, pourquoi? Est-ce qu'elle capturerait quelqu'un venant à ma porte d'entrée?
Absolument. Christine, tu as des ennuis? J'ai regardé ma gentille voisine, cette femme qui m'avait montré plus de véritables préoccupations la semaine passée que ma propre famille ne l'avait fait depuis des années. Je ne sais pas encore, mais je pourrais avoir besoin de te demander un service bientôt. Ce soir-là, la sonnette a retenti à 20 heures. J'ai vérifié par le Judas et j'ai vu Antoine debout là, seul, tenant les mains d'Emma et Thomas. Les enfants avaient l'air confus et un peu effrayés. Mon cœur s'est brisé instantanément. Quel que soit le jeu auquel Antoine et Valérie jouaient, ils utilisaient les enfants comme des pions. J'ai ouvert la porte, m'agenouillant au niveau des enfants. « Bonjour, ma puce !» ai-je dit à Emma. Puis j'ai souri à Thomas. « Qu'est-ce que vous faites ici si tard? Papa dit que tu ne veux plus nous voir, » a dit Emma, sa voix petite et inquiète. « On a fait quelque chose de mal ?» J'ai levé les yeux vers Antoine, la fureur montant dans ma poitrine. « Tu leur as dit quoi ?» Je leur ai dit la vérité, que mamie Christine est trop occupée avec sa nouvelle vie pour passer du temps avec la famille. Je me suis relevée lentement, les poings serrés le long de mon corps. « Antoine, comment oses-tu utiliser ces enfants pour me manipuler? Je ne manipule personne. Tu as dit que tu n'étais plus disponible pour le babysitting. Tu as dit que tu en avais fini avec les obligations familiales. Ces enfants ne comprennent pas pourquoi leur grand-mère ne veut plus d'eux du jour au lendemain. Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit, et tu le sais très bien. » Je me suis à nouveau agenouillée vers les enfants. « Emma, Thomas, je vous aime tous les deux très fort. Je vous aimerai toujours. Mais papa et maman et moi devons régler quelques problèmes d'adultes avant de pouvoir retrouver nos moments amusants ensemble. »« Tu es fâché contre nous? » a demandé Thomas, sa lèvre inférieure tremblante. « Oh, mon trésor, non. Je ne pourrai jamais être fâché contre vous. »« Ce n'est pas du tout à propos de vous. » J'ai regardé à nouveau Antoine. « Tu dois partir maintenant. Et tu dois arrêter d'utiliser tes enfants comme des armes. Ils te manquent, maman. Ils ne comprennent pas pourquoi tu agis comme ça. Alors, peut-être devrais-tu leur expliquer que les relations demandent du respect de la part de tout le monde. Peut-être devrais-tu leur dire que mamie Christine les aime, mais refuse d'être exploitée plus longtemps. Donc, tu admets. Tu les abandonnes? Je pose des limites, Antoine. Il y a une différence. Après leur départ, je me suis assise sur les marches de mon perron et j'ai pleuré. Pas seulement pour moi, mais pour Emma et Thomas, pris au milieu d'une bataille qu'ils ne comprenaient pas. J'aimais ces enfants plus que tout, et la pensée de les blesser, même indirectement, était presque insupportable. Mais je savais aussi que revenir à la façon dont les choses étaient leur enseignerait toutes les mauvaises leçons sur l'amour et le respect. Je devais être forte, pas seulement pour moi, mais pour eux aussi. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de voir le visage confus d'Emma, d'entendre la voix tremblante de Thomas. Est-ce que je faisais ce qu'il fallait, ou étais-je juste égoïste comme Valérie l'avait prétendu? Au matin, je savais que j'avais besoin d'aide. Ce n'était plus juste un désaccord familial, c'était de la guerre psychologique, et j'étais dépassée. J'ai appelé l'avocat dont l'assistante sociale de l'hôpital m'avait donné le nom. Maître David Martin était le genre d'avocat dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. Quelqu'un spécialisé dans le harcèlement familial et la maltraitance des personnes âgées. Son cabinet était chaleureux et professionnel, et sa manière était à la fois bienveillante et directe. « Madame Lambert, j'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés, les relevés financiers, la documentation du comportement de harcèlement. C'est malheureusement plus courant qu'on ne pourrait le penser. Est-ce que ce qu'ils font est illégal? Ai-je demandé. Certaines choses sont dans une zone grise. Vous suivre, prendre des photos de votre propriété, le harcèlement en ligne. Cela pourrait potentiellement constituer du harcèlement selon jusqu'où ça escalade. Mais plus important encore, vous avez tout à fait le droit de poser des limites avec votre famille, peu importe ce qu'ils disent ou font. Que puis-je faire pour me protéger? Plusieurs choses. D'abord, je recommande d'installer un système de sécurité chez vous. Documentez tout, chaque visite non désirée, chaque appel téléphonique de harcèlement. Tenez un journal détaillé avec les dates et les heures. Il m'a tendu un dossier. Je vais également rédiger une mise en demeure. Cela les notifiera formellement que tout harcèlement supplémentaire, filature ou tentative de vous contacter contre votre volonté pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Est-ce que ça ne va pas juste les rendre plus en colère? Probablement. Mais ça leur fera aussi comprendre clairement que vous êtes sérieuse concernant vos limites
et ça crée une trace juridique si nous devons poursuivre avec des ordonnances d'éloignement plus tard. J'ai ressenti un pincement de culpabilité. Une ordonnance d'éloignement contre mon propre fils. Comment les choses en étaient-elles arrivées là? Maître Martin sembla lire mes pensées. Madame Lambert, poser des limites ne vise pas à les punir. C'est vous protéger. Vous méritez la paix et le respect. En quittant son cabinet, je me suis sentie à la fois renforcée et attristée. Je faisais ce que je devais faire, mais le prix était élevé. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à un petit magasin de fournitures d'art de l'autre côté de la ville. Je m'étais inscrite à un cours de dessin pour débutants au centre culturel et j'avais besoin de fournitures. En déambulant dans les allées, touchant les fusains et les carnets de croquis, une sensation étrange m'a envahie, de l'excitation mêlée de terreur. Je n'avais rien créé pour moi-même depuis des décennies. Et si j'étais nulle? Et si j'avais perdu le peu de talent que j'avais eu autrefois? C'est la première fois? A demandé le vieil homme derrière le comptoir, alors que je posais mes sélections devant lui. La première fois depuis très longtemps, ai-je admis. Il a souri avec compréhension. C'est comme faire du vélo. La joie revient, même si la technique prend un peu plus de temps. J'espérais qu'il avait raison. Parce qu'en ce moment, j'avais besoin de toute la joie que je pouvais trouver. Le vendredi matin a apporté un nouveau développement. Je me préparais pour mon cours d'art. Quelque chose que j'attendais avec impatience toute la semaine, quand Éléonore a frappé à ma porte. « Christine, je crois que tu dois voir ça. » Elle m'a tendu une feuille de papier qu'elle avait imprimée de son ordinateur. Quelqu'un a publié des choses sur toi en ligne. J'ai fixé la publication Facebook, me sentant nauséeuse. C'était du compte de Valérie, et ça avait été partagé des dizaines de fois. Situation déchirante avec ma belle-mère. Après tout ce que notre famille a fait pour elle au fil des années, elle a décidé de nous couper complètement. Elle refuse même de voir ses propres petits-enfants. On essaye de comprendre ce qu'on a fait de mal, mais elle refuse de nous parler. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos pensées pendant cette période difficile. Les commentaires étaient brutaux. Des gens que je ne connaissais même pas me traitaient d'égoïste, de sans-cœur, de grand-mère horrible. Plusieurs personnes avaient partagé leurs propres histoires de membres âgés de la famille ingrat qui s'étaient retournés contre leur famille. Il y a plus, a dit Éléonore doucement. Elle a posté des photos des enfants qui ont l'air tristes, disant qu'ils n'arrêtent pas de demander où est partie mamie Christine. J'ai rendu le papier à Éléonore, mes mains tremblant de rage. Elle essaie de me faire honte publiquement pour me forcer à céder. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à mon cours d'art et ensuite je vais parler à mon avocat. Le cours d'art était exactement ce dont j'avais besoin. Pendant 3 heures, je me suis perdue dans les aquarelles et le fusain, entourée d'autres personnes qui étaient là simplement parce qu'elles voulaient créer quelque chose de beau. Personne ne savait rien de mon drame familial. Personne n'avait besoin de moi pour quoi que ce soit, sauf ma présence et ma participation. Mon instructrice, Patricia, était une femme à peu près de mon âge qui avait commencé à peindre après sa retraite. Pendant la pause, elle s'est assise à côté de moi, alors que je travaillais sur un paysage. « Vous avez un œil naturel pour la couleur », a-t-elle dit. « Vous avez déjà peint avant ?»« Pas depuis ma jeunesse. » J'avais toujours prévu de m'y remettre, mais la vie s'en est mêlée. La vie a tendance à faire ça, mais il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses qui nous apportent de la joie. Ces paroles sont restées avec moi alors que je me rendais au cabinet de l'avocat cet après-midi-là. Essayer de créer quelque chose après tant d'années était humiliant. Mes mains ne se souvenaient plus tout à fait de quoi faire, et mes premières tentatives étaient maladroites et enfantines. Mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans le processus lui-même, dans le fait de faire quelque chose qui existait purement parce que je le voulais. Maître Martin était indigné quand je lui ai montré les publications Facebook. Ça dépasse les bornes, Madame Lambert. Utiliser des enfants pour manipuler l'opinion publique est particulièrement répréhensible. Peut-on faire quelque chose? Nous pouvons l'inclure dans la mise en demeure. Et si elle ne retire pas les publications, nous pouvons envisager une action en diffamation. Je ne veux pas poursuivre mon fils et sa femme, ai-je dit d'un air las. Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Je comprends. Commençons par la mise en demeure et voyons comment ils réagissent. Le week-end a été merveilleusement calme. Antoine et Valérie semblaient en se regrouper, et j'ai utilisé ce temps pour installer les caméras de surveillance que Maître Martin avait recommandées et pour continuer à planifier mon voyage en Italie avec Éléonore. Le dimanche soir,
Je lisais un guide de voyage sur la Toscane quand mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais j'ai répondu quand même. « C'est bien Christine Lambert ?» La voix était âgée, féminine et inconnue. « Oui, qui est-ce ?»« Je m'appelle Dorothée Leroy. J'ai vu les publications vous concernant en ligne et je voulais vous contacter. » Mon estomac s'est noué. « Pardon, je ne comprends pas. »« Ma chère, j'ai traversé quelque chose de très similaire avec ma propre famille il y a 5 ans. Des détails différents, mais le même schéma. Des enfants adultes qui prenaient et prenaient jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner, puis qui ont essayé de détruire ma réputation quand j'ai finalement dit non. Je me suis enfoncée dans mon fauteuil, ne sachant pas si je devais raccrocher ou continuer à écouter. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que ça s'améliore. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre famille? Me suis-je retrouvée à demander. Oh, ils m'ont combattu pendant environ 6 mois. Ils ont essayé toutes les tactiques de manipulation du répertoire. Mais finalement, ils ont réalisé que je n'allais pas céder. Et ils sont passés à leur prochaine cible, ma sœur en fait. Elle a tenu environ 2 ans avant de comprendre ce qu'ils faisaient. Est-ce que vous... Voyez-vous jamais vos petits-enfants? Il y a eu une pause? Non, ma chère. Et ça a été la partie la plus difficile. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Les enfants apprennent en observant. Si j'étais restée et si je m'étais laissée maltraiter, qu'est-ce que je leur aurais appris sur comment traiter les gens qu'ils aiment? Après que Dorothée a raccroché, je suis restée assise dans mon salon à penser à sa question. Qu'avais-je appris à Emma et Thomas toutes ces années? Que l'amour signifiait se laisser utiliser. Que la famille pouvait vous traiter comme elle voulait tant qu'elle vous incluait occasionnellement. Peut-être que prendre du recul, aussi douloureux que ce soit, leur enseignerait quelque chose de plus précieux à long terme. La mise en demeure a été délivrée le lundi matin. Maître Martin a appelé pour me faire savoir qu'elle avait été reçue. Je m'attends à ce qu'ils répondent d'ici quelques jours, a-t-il dit. Préparez-vous à ce qu'ils escaladent avant de reculer. Il avait raison. Mercredi, mes caméras de surveillance avaient capturé Antoine essayant de regarder par mes fenêtres. Valérie avait créé un faux compte Facebook pour m'envoyer des messages de harcèlement. Et quelqu'un, probablement Antoine, avait laissé un sac poubelle sur mon perron avec un mot qui disait « Voilà ce que tu es ». J'ai tout documenté exactement comme Maître Martin me l'avait recommandé. Et à chaque incident, ma détermination grandissait. Il pensait pouvoir me faire craquer, me forcer à revenir à la soumission par pur épuisement et pression sociale. Il pensait que je céderais plutôt que d'endurer leur campagne de harcèlement. Ils avaient tort. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose pour lequel valait la peine de se battre. Ma propre dignité, ma propre paix, mon propre droit d'être traité avec un respect humain fondamental. Et je n'allais pas abandonner ça pour qui que ce soit. Pas même pour le fils que j'aimais toujours malgré tout. Pas même pour les petits-enfants dont l'absence laissait un trou dans mon cœur que rien d'autre ne pouvait combler. Certains prix étaient trop élevés, même pour l'amour. 6 semaines après la mise en demeure, je me tenais devant un chevalet dans mon premier vrai cours d'art, fixant une toile vierge avec un mélange d'excitation et de terreur. Le cours du centre culturel avait été une bonne introduction, mais ce cours à l'atelier d'art local était pour des élèves sérieux. Je me sentais comme une imposteur entourée de gens qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. « Souvenez-vous » dit Patricia, notre instructrice, en se déplaçant dans la salle. « L'art n'est pas une question de perfection, c'est une question d'expression. N'ayez pas peur de faire des erreurs. » Facile à dire pour elle. Mon premier coup de pinceau était hésitant, maladroit. Le bleu était trop foncé, la ligne trop rigide. J'ai grimacé, prête à recommencer. « Non » dit Patricia soudainement à côté de moi. « Ne l'effacez pas. Travaillez avec. » Parfois, nos erreurs nous mènent à des endroits que nous n'aurions jamais découverts autrement. J'ai pensé à quel point c'était applicable à ma vie en ce moment. L'erreur de finalement me défendre m'avait menée à cette salle de classe, à de nouvelles amitiés, à une version de Christine Lambert que je ne savais pas exister. À la fin du cours, ma peinture était un désastre. Les couleurs boueuses, la perspective complètement fausse. J'ai senti une honte familière s'insinuer. La voix qui m'avait toujours dit que je n'étais pas assez bien. « Je devrais m'en tenir au jardinage », ai-je plaisanté à Patricia en nettoyant mes pinceaux. « Vous savez » a-t-elle dit pensivement. Les premiers travaux de Van Gogh étaient terribles, vraiment affreux. Mais il a continué à peindre.
Ce n'est pas une question de talent, Christine. C'est une question de persévérance. Je ne suis pas sûre d'avoir 3 heures par semaine pour être systématiquement nulle, ai-je dit. Patricia rit. Alors soyez nulle pendant 15 minutes par jour, mais n'abandonnez pas avant de vous être donné une chance de réussir. Ce soir-là, j'ai installé un petit espace de peinture dans ma chambre d'amis, plus une chambre d'amis pour une famille qui ne venait jamais, mais mon atelier. J'ai passé 15 minutes à travailler sur une simple nature morte, une pomme sur ma table de cuisine. C'était encore mauvais, mais peut-être un peu moins mauvais que mon travail en cours. Du progrès, me suis-je dit. Ça n'avait pas besoin d'être parfait. Ça devait juste être à moi. Le lendemain matin, Dorothée Leroy a appelé pour prendre de mes nouvelles. Depuis notre première conversation, elle était devenue une sorte de mentor. Une femme qui avait parcouru ce chemin avant moi et en était ressortie plus forte de l'autre côté. « Comment tenez-vous le coup, ma chère ?» a-t-elle demandé. « Mieux certains jours que d'autres, ai-je admis. Le harcèlement s'est principalement arrêté depuis la mise en demeure, mais les enfants me manquent terriblement. Ça ne part jamais vraiment, a-t-elle dit doucement. Mais ça devient plus facile. Et il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Elle m'a parlé d'un groupe de soutien qu'elle avait créé. Des femmes qui avaient été financièrement et émotionnellement exploitées par des membres de leur famille, qui avaient dû faire le choix difficile d'établir des limites, même à un grand coût personnel. Nous nous réunissons un jeudi sur 2 à la médiathèque. Pas de pression, mais ça pourrait aider de parler à des gens qui comprennent. Je me suis retrouvée à accepter d'y assister, bien que la pensée de partager mon histoire avec des étrangers soit intimidante. Et s'ils me jugeaient aussi durement que les amis Facebook de Valérie l'avaient fait? Mais quand je suis entrée dans la petite salle de conférence de la médiathèque le jeudi suivant, je n'ai rencontré que chaleur et compréhension. Il y avait Marguerite, dont les 3 fils l'avaient systématiquement isolée de ses amis et activités tout en drainant ses économies de retraite. Il y avait Hélène, dont la fille avait falsifié sa signature sur des chèques pendant des années. Il y avait Alice, dont le gendre avait convaincu sa fille qu'Alice était trop négative et devait être coupée des petits-enfants, à moins qu'elle ne devienne plus encourageante envers leur choix. Ce que nous avions toutes en commun, c'est que nous avions été conditionnées depuis l'enfance à croire que la loyauté familiale signifiait accepter les mauvais traitements. Nous avions toutes confondu permettre avec aimer, sacrifice avec dévotion. « Vous savez ce que j'ai réalisé ?» a dit Marguerite pendant la réunion. « J'ai passé tellement de temps à essayer d'être la mère qu'il voulait que j'ai oublié d'être la femme que je devais être. » Cette phrase est restée avec moi, devenant une sorte de mantra dans les semaines qui ont suivi. Éléonore et moi avons finalisé nos plans pour l'Italie. 2 semaines, commençant par Rome, puis Florence, la Toscane et finalement Venise. Nous nous étions fait plaisir avec de bons hôtels et quelques expériences spéciales, comme un cours de cuisine dans un petit village toscan. J'avais toujours rêvé de voir l'art de la Renaissance en personne, de me tenir devant le David de Michel-Ange et la Vénus de Botticelli. Maintenant, à 66 ans, j'allais enfin le faire. Mais à mesure que la date de départ approchait, une nouvelle anxiété a pris le dessus. Et si je n'y arrivais pas? Et si j'étais trop vieille, trop ancrée dans mes habitudes, trop effrayée pour vraiment monter dans cet avion et traverser le continent vers un pays dont je ne parlais pas couramment la langue? Et si je faisais une terrible erreur? Ai-je confessé à Éléonore autour d'un café. « Oh, ma chérie !» a-t-elle dit en tendant la main à travers la table pour serrer la mienne. La seule erreur serait de ne pas y aller parce que tu as peur. Nous allons passer le meilleur moment de nos vies. Mais et si l'avion s'écrasait? Et si on se faisait voler? Et si on détestait la nourriture? Elle a souri. Et si on voyait la chapelle Sixtine et que ça changeait nos vies? Et si on rencontrait des gens intéressants et qu'on vivait des aventures dont on parlera pendant des années? Et si ce voyage était le début du chapitre le plus excitant de ta vie? Je ne pouvais pas argumenter contre cette logique. La peur était réelle, mais l'excitation aussi. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je faisais des choix basés sur ce que je voulais, pas sur ce dont quelqu'un d'autre avait besoin de ma part. 3 jours avant notre départ, j'ai reçu un appel inattendu d'Emma. D'une façon ou d'une autre, elle avait réussi à avoir mon numéro. « Mamie Christine ?» Mon cœur s'est presque arrêté au son de sa petite voix. « Emma, ma puce, comment vas-tu? »« Tu me manques. » Des larmes ont jailli de mes yeux. « Tu me manques aussi, mon cœur. » Tellement.
Pourquoi tu ne viens plus nous voir? Tu es encore fâché contre papa? Comment expliquer des dynamiques adultes complexes à une enfant de 8 ans? Je ne suis pas fâché contre ton papa, Emma. Parfois, les adultes ont besoin d'avoir de l'espace les uns des autres pour régler leurs sentiments. Maman dit que tu ne nous aimes plus. La cruauté de ce mensonge m'a coupé le souffle. Emma, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je t'aime, toi et Thomas, plus que tu ne peux l'imaginer. Je vous aimerai toujours. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire le laisser te traiter mal. Je ne comprends pas. Un jour, quand tu seras plus grande, tu comprendras. Et quand ce jour viendra? J'espère que tu te souviendras que Mamie Christine a choisi de s'aimer aussi. Je t'ai fait quelque chose à l'école. C'est une peinture. Je peux te la donner? J'adorerais ça, ma puce. Peut-être que tu peux demander à ton papa de me l'envoyer par la poste. D'accord. Tu vas vraiment en Italie? Papa a dit que oui. Oui, j'y vais. Je pars dans 3 jours. Tu me ramèneras quelque chose? J'ai souri à travers mes larmes. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu voudrais? Quelque chose de joli. Et peut-être quelque chose pour Thomas aussi. Je te le promets. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon jardin, submergée par les émotions. L'appel avait été à la fois une bénédiction et une malédiction. Merveilleux d'entendre la voix d'Emma, mais douloureux de savoir ce que Valérie disait aux enfants à mon sujet. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai appelé Maître Martin et lui ai demandé de m'aider à établir un fonds fiduciaire pour l'éducation universitaire d'Emma et Thomas. De l'argent qui leur serait disponible quand ils auraient 18 ans. Peu importe le comportement de leurs parents. Je veux m'assurer qu'ils ont des options. Ai-je expliqué à Maître Martin. Et je veux qu'ils sachent que leur grand-mère pensait que leur avenir était important, même si je ne peux pas faire partie de leur enfance. Ce n'était pas une somme énorme, 50 000 € pour chaque enfant, mais c'était assez pour leur donner un départ, pour leur faire savoir qu'ils étaient aimés inconditionnellement. C'est très généreux, a dit Maître Martin. Mais êtes-vous sûr de vouloir faire ça après tout ce qui s'est passé? J'en suis sûre. Les enfants sont innocents dans tout ça. De cette façon, Antoine et Valérie ne peuvent pas utiliser l'argent pour eux-mêmes ou le brandir au-dessus de la tête des enfants. C'est pour Emma et Thomas, sans condition. Cette décision m'a donné une paix que je n'avais pas anticipée. Je ne pouvais pas contrôler si je voyais les enfants, mais je pouvais m'assurer que mon amour pour eux serait là quand ils seraient assez grands pour comprendre. La veille de notre vol pour Rome, j'ai fait autre chose que j'avais repoussé. Je suis allée dans un salon de coiffure et j'ai pris un style complètement nouveau, plus court, plus moderne, avec des reflets subtils qui illuminaient mon visage. Puis, je suis allée faire du shopping et je me suis acheté une nouvelle garde-robe pour le voyage. Pas les vêtements pratiques et conservateurs que j'avais toujours portés, mais des pièces colorées et stylées qui exprimaient la femme que je devenais. En me regardant dans le miroir ce soir-là, je me reconnaissais à peine. La femme qui me regardait semblait vibrante, confiante, même belle, d'une façon que je ne m'étais jamais autorisée à être avant. « Bonjour, Christine », ai-je dit à mon reflet. « Ravie de faire enfin ta connaissance. » Rome était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. L'ancien Colisée, la magnifique chapelle Sixtine, la romantique fontaine de Trévi, où Éléonore et moi avons toutes deux jeté des pièces par-dessus notre épaule et fait des vœux. J'ai pris des centaines de photos, essayant de capturer chaque moment, chaque sensation. Mais ce n'était pas seulement les sites qui rendèrent le voyage magique. C'était la liberté, le sentiment exaltant de me réveiller chaque matin et de décider juste pour moi ce que je voulais faire ce jour-là. Pas d'emploi du temps de quelqu'un d'autre à considérer. Pas de besoin de quelqu'un d'autre à prioriser. À Florence, debout devant la naissance de Vénus de Botticelli, j'ai senti des larmes couler sur mon visage. La peinture était tellement plus belle en personne que dans n'importe quel livre ou reproduction que j'avais jamais vu. Les couleurs plus vibrantes, les détails plus exquis. « Ça va ?» a murmuré Éléonore, inquiète. « Je pense juste à toutes les années pendant lesquelles j'aurais pu faire ça, » ai-je dit. Toute la beauté que j'ai manquée parce que j'étais si occupée à m'occuper de tout le monde. Elle a serré mon bras. « Mais tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Dans une petite boutique près du Ponte Vecchio, j'ai trouvé un délicat bracelet en argent avec un pendentif de la Vénus de Botticelli pour Emma et un petit cheval en bois sculpté pour Thomas. Je les ai enveloppés soigneusement dans du papier de soie, les glissant dans ma valise avec un mot pour chaque enfant, expliquant d'où venaient les cadeaux
et combien j'avais pensé à eux en explorant l'Italie. Est-ce qu'Antoine et Valérie donneraient même mes cadeaux aux enfants? Je n'avais aucun moyen de le savoir, mais je devais essayer. Notre dernier jour en Italie, Éléonore et moi avons pris un cours de cuisine dans un petit village près de Florence. Notre instructrice, une femme nommée Lucia, qui avait probablement mon âge, nous a parlé de sa philosophie de la cuisine. « Vous devez cuisiner avec amour », a-t-elle dit en gesticulant de façon expressive. « Mais amour pour vous-même d'abord. Si vous ne valorisez pas ce que vous créez, comment pouvez-vous le partager avec les autres ?» Ce soir-là, alors que nous étions assises dans notre chambre d'hôtel à faire nos valises pour le vol de retour, Éléonore m'a regardée sérieusement. « Christine, est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir tourné le dos à ta famille? » J'ai pensé à sa question en pliant le beau foulard que j'avais acheté à Rome. Un luxe que je m'étais accordé sans culpabilité pour la première fois depuis des années. « Je regrette que cet été nécessaire », ai-je finalement dit. Je regrette qu'Antoine ait appris à voir l'amour comme une transaction et que Valérie n'ait jamais appris à valoriser les gens pour qui ils sont, plutôt que pour ce qu'ils fournissent. Je regrette qu'Emma et Thomas grandissent en regardant leurs parents maltraiter les gens. J'ai fait une pause, regardant les photos de notre voyage éparpillées sur le lit, mais je ne regrette pas de m'être choisie. Je ne regrette pas d'avoir découvert que je vaux plus que ce que je peux donner aux autres. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer quand tu les reverras? Parce que ça arrivera forcément. Peut-être, mais si c'est le cas, ce sera en tant qu'égaux. Ou pas du tout. J'en ai fini de mendier des miettes d'affection de ma propre famille. Pendant notre voyage, j'avais passé beaucoup de temps à penser à Valérie et à sa révélation sur sa grand-mère. Ça m'avait rendue curieuse sur les schémas dans sa famille, sur comment nous transmettons nos blessures de génération en génération, à moins que quelqu'un ait le courage de briser le cycle. J'étais même allée jusqu'à chercher Sylvie, la mère de Valérie, sur Facebook. Sa page était publique, remplie de photos soigneusement sélectionnées de réunions de famille et de petits-enfants. Mais il y avait quelque chose de performatif dans tout ça. Comme si les photos existaient non pas pour capturer de vrais moments de connexion, mais pour prouver quelque chose à un public invisible. Quelle part du comportement de Valérie avait été appris de sa mère? Quelle part du comportement de Sylvie avait été façonnée par sa propre mère, la grand-mère qui avait utilisé Valérie? Ça n'excusait pas ce qu'il m'avait fait, mais ça m'aidait à le comprendre. Et comprendre, bien que ce ne soit pas la même chose que pardonner, était au moins un pas dans cette direction. Rentrer d'Italie était à la fois merveilleux et désorientant. Ma petite maison semblait différente, d'une certaine façon plus petite et pourtant plus confortable. Je m'étais attendue à ressentir une déception après une telle aventure, mais au lieu de cela, je me sentais dynamisée, prête à continuer à construire cette nouvelle vie que j'avais découverte. Je me suis replongée dans mes cours d'art avec une dévotion renouvelée. Le voyage m'avait inspirée, remplie d'images et d'impressions que j'étais impatiente de capturer sur toile. J'étais encore nulle, mais comme Patricia l'avait prédit, la pratique persistante améliorait lentement mes compétences. J'ai rejoint un groupe de randonnée où j'ai rencontré Richard Tessier, un veuf qui avait récemment déménagé dans la région pour être plus près de sa fille et de ses petits-enfants. Il était gentil, attentionné et rafraîchissant de franchise après des années à naviguer les manipulations d'Antoine et Valérie. Le problème avec les enfants adultes difficiles, m'a-t-il dit un soir au dîner, c'est qu'on passe tellement d'énergie à essayer de réparer la relation qu'on oublie qu'il y a d'autres relations possibles. Il avait raison. J'avais été tellement concentrée sur le fait de mériter l'amour de gens qui étaient incapables de le donner, que j'avais manqué des opportunités de connexion authentique avec des gens qui me valorisaient vraiment. 3 semaines après notre retour d'Italie, le test est arrivé. Antoine a appelé la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis des mois. « Maman, je crois qu'on doit parler. » Sa voix était différente, moins exigeante, plus hésitante. « De quoi, Antoine? » »« De tout. De comment les choses ont mal tourné. Valérie et moi avons parlé et on pense que peut-être on n'a pas bien géré les choses. » J'étais silencieuse, attendant la suite. « Les enfants te manquent. Tu nous manques. Peut-être qu'on pourrait recommencer à zéro. » Recommencer à zéro. Comment? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble un jour. Juste parler. L'ancienne moi aurait dit oui immédiatement. Reconnaissante pour n'importe quelle reconnaissance, n'importe quelle ouverture. La nouvelle moi a considéré attentivement. « Antoine, je suis prête à avoir une conversation,
Mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne suis plus la même personne qu'avant. J'ai des limites maintenant. Et je ne vais pas les négocier pour garder la paix. Je comprends. Tu comprends vraiment? Parce que ce n'est pas une question de toi qui t'excuse, et moi qui retourne être disponible pour tout ce dont tu as besoin. C'est une question de construire un type de relation complètement différent, si on doit en avoir une. Il y a eu une longue pause. À quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait à du respect mutuel. Ça ressemblerait à ce que tu valorises mon temps et mes sentiments de la même façon que je valorise les tiens. Ça ressemblerait à ce que je sois incluse dans les décisions familiales qui me concernent, pas juste assignée à des tâches pour soutenir des décisions que vous avez déjà prises. Maman, je crois que je commence à comprendre ce que tu essayais de nous dire. Je l'espère, Antoine, parce que je t'aime, mais je m'aime aussi, et je ne sacrifierai plus l'un pour l'autre. Nous avons convenu de nous retrouver pour déjeuner la semaine suivante dans un endroit neutre, un petit café en centre-ville où aucun de nous n'était jamais allé. Je suis arrivée en avance, l'estomac noué. Et si c'était juste une autre manipulation? Et si rien n'avait vraiment changé? J'ai failli partir 2 fois avant qu'Antoine n'arrive, avec 5 minutes de retard, et l'air plus nerveux que je ne l'avais vu depuis qu'il était adolescent. « Salut, maman !» Il a hésité, puis s'est penché pour m'embrasser sur la joue. « Tu as l'air différente. Différente en bien. »« Merci. » J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. « On commande d'abord ?» Une fois qu'on a eu de la nourriture devant nous, une distraction, quelque chose sur quoi se concentrer en plus du poids de tout ce qui était resté non dit entre nous, Antoine a pris une profonde inspiration. « Je te dois des excuses. De vraies excuses. On t'a maltraité. Et quand tu t'es enfin défendu, on a essayé de te forcer à rentrer dans le rang. C'était mal. Et je suis désolée. » J'ai étudié son visage, cherchant des signes d'insincérité, mais je n'ai vu que du regret sincère. « Qu'est-ce qui a changé ?» ai-je demandé. Il a fixé son assiette. Beaucoup de choses. La mise en demeure a été un électrochoc. Et puis, il a hésité. La mère de Valérie nous a fait exactement la même chose que ce qu'on te faisait. Elle est venue nous rendre visite pendant 2 semaines et a tout critiqué. Comment on élève les enfants, comment on tient la maison, même comment on plie les serviettes. Rien n'était assez bien, et elle s'attendait à ce qu'on la serve comme une reine. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Le karma a une façon d'enseigner les leçons qu'on refuse d'apprendre autrement. Oui, enfin, ce n'était pas que ça. Valérie a été... Elle voit un thérapeute? Il y a beaucoup de choses avec sa famille qu'elle n'a jamais traitées. Des schémas qu'elle ne réalisait pas qu'elle répétait. Ça m'a surprise. Valérie avait toujours semblé si parfaite, si sûre d'elle et de ses choix. L'idée qu'elle cherche de l'aide, qu'elle admette sa vulnérabilité, était inattendue. C'est bien à entendre, ai-je dit prudemment. La thérapie peut être très utile. Elle commence à comprendre pourquoi elle se sentait si menacée par ta relation avec les enfants. Sa grand-mère utilisait l'affection comme une arme, la donnant et la retenant selon l'utilité de Valérie pour elle. Elle pensait que tu faisais la même chose, que tu préparais les enfants à être blessés quand tu finirais par les décevoir. Je ne ferai jamais ça. Je le sais, maman, je l'ai toujours su. Mais j'ai laissé Valérie me convaincre du contraire, parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. Il avait l'air vraiment honteux. Je vous ai déçus toutes les deux, en n'étant pas honnête sur ce qui se passait. J'ai pris une gorgée d'eau, traitant cette nouvelle information. Antoine, j'apprécie tes excuses, et je suis contente que Valérie reçoive de l'aide, mais beaucoup de dégâts ont été faits. La confiance a été brisée. Je sais, et je ne te demande pas de prétendre que ça ne s'est pas passé. Je te demande juste une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Qu'est-ce que Valérie dit de tout ça? Antoine a légèrement grimacé. Elle y travaille. La thérapie aide, mais elle a encore du mal à admettre quand elle a tort. Elle a accepté de supprimer toutes les publications sur les réseaux sociaux te concernant, cependant. C'est un début, je suppose. Les enfants demandent de tes nouvelles tout le temps. Emma nous a parlé de ton appel. Elle était tellement excitée. Il me manquait terriblement. Est-ce que tu serais prête à les voir? Peut-être qu'on pourrait se retrouver au parc ce week-end, juste 1 heure ou 2. J'ai considéré l'offre attentivement. J'aimerais ça. Mais Antoine, j'ai besoin que tu sois clair avec eux sur pourquoi j'ai été absente. Je refuse qu'ils pensent que je les ai abandonnés ou que je ne tenais pas à eux. Qu'est-ce que je devrais leur dire? La vérité, en termes qu'ils peuvent comprendre. Que mamie Christine et maman et papa
ont eu un désaccord sur comment les membres d'une famille devraient se traiter et qu'on avait besoin d'un peu de temps séparés pour régler les choses. Il a hoché la tête lentement. D'accord, je peux faire ça. Et je ne serai pas disponible pour faire du babysitting ou aider financièrement? Pas avant longtemps, si jamais. Ma relation avec les enfants doit être basée sur l'amour, pas sur des services. Je comprends. Il a hésité, puis a ajouté. On travaille sur notre situation financière. J'ai eu un meilleur travail et on réduit beaucoup de dépenses. On essaye d'être plus responsable. Je suis contente de l'entendre. Alors que notre déjeuner se terminait, Antoine m'a demandé des nouvelles de l'Italie. Je lui ai montré quelques photos sur mon téléphone, lui parlant du cours de cuisine et des musées d'art. « Tu as l'air différente », a-t-il dit pensivement. Plus heureuse. Je suis plus heureuse. Je vis pour moi-même maintenant, pas juste pour exister en soutien aux vies des autres. Je suis désolée qu'on t'ait fait te sentir comme ça. Je l'ai permis, Antoine. C'est quelque chose que j'ai dû accepter. J'ai participé à ma propre exploitation parce que j'avais peur de vous perdre, toi et les enfants. Mais le vrai amour n'exige pas ce genre de sacrifice. Il a hoché la tête, une lueur de douleur traversant son visage. J'ai beaucoup pensé à papa dernièrement, à comment il est parti quand les choses sont devenues difficiles. Mon ex-mari était parti quand Antoine avait 10 ans, le contactant rarement ensuite. Ça avait été juste Antoine et moi pendant la majeure partie de son enfance. « Tu te compares à lui ?» ai-je demandé doucement. « Peut-être. Je crois que j'ai eu peur de décevoir ma famille comme il nous a déçus. Alors j'ai pris des raccourcis. Je t'ai utilisé comme filet de sécurité au lieu d'apprendre à me débrouiller seule. Tu n'es pas ton père, Antoine. Tu es encore là à essayer d'arranger les choses. Ça compte pour quelque chose. » En nous séparant, il m'a serré dans ses bras, vraiment serré. Pas l'étreinte machinale qu'il me donnait depuis des années. « Je t'aime, maman. Je suis désolée d'avoir oublié comment le montrer. Je t'aime aussi, Antoine. Je t'ai toujours aimé. » La rencontre au parc ce week-end-là était à la fois joyeuse et maladroite. Emma a couru vers moi dès qu'elle m'a vue, jetant ses bras autour de ma taille avec une telle force que j'ai failli perdre l'équilibre. Thomas était plus hésitant, restant en retrait avec Valérie jusqu'à ce qu'Antoine l'encourage doucement à avancer. « C'est bon, mon grand. Mamie Christine t'a manqué. » Valérie et moi avons échangé des hochements de tête raides. Elle n'était pas prête pour la réconciliation encore, et c'était normal. Ce n'était pas à propos d'elle et moi, c'était à propos des enfants. J'avais apporté les cadeaux d'Italie, enveloppés dans du papier coloré. Le ravissement d'Emma devant le bracelet en argent était tout ce que j'avais espéré. Thomas avait besoin d'un peu d'aide pour comprendre que son cheval en bois venait de très loin, d'un autre pays, mais une fois qu'il l'a compris, il ne l'a plus lâché. Nous avons passé 1 heure à nous promener autour de l'étang, à nourrir les canards et à rattraper tout ce que j'avais manqué dans leur vie. Emma avait perdu une dent. Thomas avait appris à faire du vélo sans petites roues, de petites étapes qui semblaient énormes parce que je n'avais pas été là pour en être témoin. Alors qu'on se disait au revoir, Emma m'a regardée avec ses yeux sérieux qui ressemblaient tellement à ceux d'Antoine. « Tu vas repartir, mamie ?» Je me suis agenouillée à sa hauteur. « Je ne pars pas, ma puce, mais les choses vont être un peu différentes d'avant. Je ne viendrai plus vous garder à la maison, mais on peut avoir des sorties spéciales comme aujourd'hui. Et tu peux m'appeler quand tu veux parler. Promise? Promise. » Au cours des mois suivants, nous avons établi un nouveau rythme. Je voyais les enfants un week-end sur 2 pendant quelques heures, au parc, au musée, occasionnellement pour un déjeuner au restaurant. Ces visites étaient une question de temps de qualité, pas de garde d'enfants. Antoine les déposait et venait les chercher, et graduellement la maladresse entre nous a commencé à s'estomper. Valérie restait distante, mais au moins elle avait arrêté de saper activement ma relation avec les enfants. Selon Antoine, sa thérapie révélait des problèmes profondément enracinés avec sa propre mère et grand-mère, des schémas générationnels de contrôle et de manipulation émotionnelle qu'elle commençait enfin à comprendre. Pendant ce temps, ma propre vie continuait à s'épanouir. Mon amitié avec Richard s'est approfondie en quelque chose de plus, une romance douce et respectueuse basée sur des intérêts mutuels et une affection sincère. Mon art s'améliorait régulièrement et j'ai même vendu quelques petites peintures lors d'un marché artisanal local. Le groupe de soutien est devenu une partie essentielle de ma vie. Nous célébrions les victoires des unes et des autres et nous soutenions mutuellement à travers les revers. Quand Marguerite a finalement tenu tête à son plus jeune fils,
qui drainait son fonds de retraite, nous l'avons toute emmenée dîner pour célébrer. Quand la fille d'Hélène l'a contactée après 2 ans d'éloignement, nous l'avons aidée à se préparer pour cette réunion difficile, mais pleine d'espoir. Un soir, 6 mois après notre première rencontre au café, Antoine a appelé pour m'inviter à dîner chez eux. « Juste le dîner », a-t-il précisé rapidement. Pas du babysitting, pas apporter de la nourriture, juste être une invitée. « Valérie veut te parler ». J'ai accepté avec une certaine appréhension. Malgré les progrès que nous avions faits, Valérie et moi avions à peine échangé plus que des salutations polies lors des dépôts et récupérations des enfants. Le dîner était étonnamment agréable. Les enfants étaient excités de m'avoir à nouveau dans leur maison, me montrant fièrement leur chambre et leurs dessins récents. Valérie avait préparé un repas délicieux et il n'y avait aucune de la tension qui avait caractérisé nos interactions précédentes. Après que les enfants soient au lit, Valérie m'a finalement parlé directement. « Je te dois des excuses, Christine. Je t'ai maltraitée et ensuite j'ai essayé de te punir de t'être défendue. » Ces mots étaient raides, répétés, mais l'effort lui-même signifiait quelque chose. « Pourquoi ?» ai-je simplement demandé. Elle a regardé ses mains. Je me suis posé la même question en thérapie. Une partie, c'était ma propre histoire. Ma grand-mère m'utilisait comme un accessoire, une performance. Elle me couvrait d'affection quand d'autres regardaient, puis m'ignoraient ou me critiquaient quand nous étions seuls. Je crois que j'ai projeté ça sur toi. J'ai supposé que tu avais des arrière-pensées en aimant Emma et Thomas. Et l'autre partie? Elle a croisé brièvement mon regard, puis a détourné les yeux. La jalousie, je suppose. Ils t'aimaient si facilement, si complètement. Moi, je devais travailler pour leur affection. Mais toi, tu l'avais naturellement. Les enfants savent quand ils sont vraiment aimés, ai-je dit doucement. Ils répondent à l'authenticité. Je commence à comprendre ça. Elle a hésité, puis a ajouté « Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que je reconnais ce que j'ai fait et que j'essaye de changer. » Merci de me dire ça. Ça compte beaucoup. Alors qu'Antoine me raccompagnait à ma voiture plus tard ce soir-là, il a serré ma main. C'était un grand pas pour elle. Pour nous deux, ai-je reconnu. On a un long chemin à parcourir, mais c'est un début. En rentrant chez moi en voiture, j'ai réfléchi à combien les choses avaient changé en juste 1 an. La femme qui était allongée dans ce lit d'hôpital, abandonnée et le cœur brisé, semblait être une personne complètement différente. La femme que j'étais maintenant connaissait sa propre valeur, posait des limites saines et avait construit une vie qui lui apportait une joie sincère. J'avais encore des moments de tristesse et de regret. L'accès facile à mes petits-enfants me manquait encore. Je souhaitais encore que ma relation avec Antoine et Valérie puisse être plus simple, plus naturelle. Mais je ne mesurais plus ma valeur à leur approbation ou leur acceptation. Quand je suis arrivée chez moi, Richard m'attendait sur mon porche avec un bouquet de fleurs de mon propre jardin. Nous avions prévu d'assister à une exposition d'art à la galerie locale où un de mes petits paysages était exposé. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé alors que j'approchais. « Mieux que prévu. On trouve notre chemin. » Doucement. Il a souri, m'offrant son bras. « Je suis fier de toi, tu sais. Il faut du courage pour redéfinir une relation au lieu de simplement y mettre fin ou d'accepter le statu quo. » J'ai eu de bons exemples, ai-je dit, pensant à Dorothée, Marguerite et toutes les autres femmes qui m'avaient aidé à trouver mon chemin. Plus tard ce soir-là, alors que Richard et moi nous tenions devant ma peinture à la galerie, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La peinture n'était pas parfaite, loin de là, mais elle était authentique. Elle était à moi. Et la voir exposée parmi les œuvres d'autres artistes locaux me donnait un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu auparavant. « À quoi tu penses ?» a demandé Richard, remarquant mon sourire. « Je pense à combien j'aime ma vie. Tout, le bon et le mauvais, la joie et la peine. Ça m'a amené ici, à ce moment, et je ne changerai rien. Pas même les parties difficiles, surtout pas les parties difficiles. Elles m'ont appris qui je suis vraiment. » 2 ans plus tard, je me tenais dans une autre galerie, entourée de mon propre travail, une collection de peintures inspirées par mes voyages, mon jardin et les émotions complexes de mon voyage vers la découverte de soi. Ce n'était pas une galerie prestigieuse, juste un petit espace local qui présentait des artistes amateurs. Mais voir mes peintures exposées me remplissait d'une fierté indescriptible. Emma et Thomas, maintenant 10 et 8 ans, étaient venus avec Antoine pour voir l'exposition.
Valérie s'était excusée avec un mal de tête, mais avait envoyé un petit bouquet de fleurs avec une carte qui disait simplement « Félicitations ». « C'est toi qui as peint tout ça, mamie ?» a demandé Emma, les yeux écarquillés. « Oui, ma puce. Qu'est-ce que tu en penses? »« C'est magnifique. Je veux apprendre à peindre comme toi. J'adorerais t'apprendre. » Alors qu'Antoine se déplaçait dans l'exposition, étudiant attentivement chaque peinture, je l'ai vu s'arrêter devant une en particulier, un portrait que j'avais fait de lui petit garçon d'après une vieille photographie. Dans la peinture, il avait environ 5 ans, assis sur mes genoux pendant que je lui lisais une histoire. « Je me souviens de ça », a-t-il dit doucement quand je l'ai rejoint. « Tu me lisais des histoires tous les soirs, peu importe à quel point tu étais fatigué. Tu étais le centre de mon monde et je l'ai pris pour acquis pendant longtemps. » Il s'est tourné pour me faire face. « Je suis désolée qu'il ait fallu presque te perdre pour réaliser à quel point tu comptes pour moi. On retrouve notre chemin l'un vers l'autre. C'est ce qui compte. Notre relation ne serait jamais parfaite. Il y aurait toujours des cicatrices, des blessures que nous nous étions infligées. Valérie et moi ne serions probablement jamais proches, mais nous avions trouvé un moyen d'avancer avec respect et attention, de construire un nouveau type de dynamique familiale basée sur des limites mutuelles et une communication honnête. Et j'avais construit une vie qui était pleinement et authentiquement la mienne. Une vie remplie d'art et de voyages, d'amitiés aimantes et d'une tendre romance, de travail significatif et d'apprentissage continu. Une vie où je comptais non pas pour ce que je pouvais donner aux autres, mais pour qui j'étais. À 68 ans, j'avais découvert qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on était destiné à être. Jamais trop tard pour exiger le respect, pour poser des limites, pour prioriser son propre bonheur. Jamais trop tard pour réaliser que le véritable amour, pour soi-même et pour les autres, ne requiert rien de moins que notre authenticité complète. En regardant Emma étudier une de mes peintures, la tête penchée pensivement sur le côté, j'ai ressenti une vague d'espoir. Peut-être qu'à travers mon exemple, elle apprenait une leçon différente de celle que j'avais involontairement enseignée pendant tant d'années. Peut-être qu'elle apprenait que l'amour ne signifie pas s'effacer, que donner n'exige pas l'autodestruction, que les limites saines sont le fondement des relations significatives. Peut-être qu'en me choisissant moi-même, j'avais donné à ma petite fille le cadeau le plus précieux de tous, la permission de se choisir elle-même un jour aussi. Les mois qui ont suivi l'exposition ont été parmi les plus riches de ma vie. J'ai continué à peindre chaque jour, même quand l'inspiration semblait lointaine. Patricia avait raison, la persévérance était la clé. Mes toiles sont devenues plus assurées, plus expressives, plus authentiquement miennes. J'ai même osé expérimenter avec des couleurs vives que je n'aurais jamais considérées auparavant. Avec Richard, nous avons voyagé en Provence, puis en Grèce. Chaque voyage était une nouvelle aventure, une nouvelle source d'inspiration pour mon art et pour ma vie. Nous marchions main dans la main dans les ruelles pavées, nous arrêtions dans de petits restaurants locaux et partagions des conversations profondes sur nos vies, nos regrets et nos espoirs. Un soir, assis sur une terrasse surplombant la Méditerranée, Richard m'a demandé ce que je considérais comme ma plus grande réussite. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Ma plus grande réussite, ce n'est pas l'art, ni les voyages, ni même la réconciliation avec Antoine. C'est d'avoir enfin appris à m'aimer moi-même assez pour refuser d'être maltraitée. C'est d'avoir eu le courage de dire non et de m'y tenir, même quand c'était terrifiant et douloureux. Il a hoché la tête, comprenant parfaitement. C'est la chose la plus difficile au monde, n'est-ce pas? D'apprendre à se valoriser. Oui, parce qu'on nous a appris le contraire toute notre vie. On nous a appris que les bonnes mères se sacrifient, que les bonnes grand-mères sont toujours disponibles, que l'amour signifie s'oublier soi-même. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'effacement. Le groupe de soutien continuait à se réunir tous les 15 jours. Nous avions grandi, accueillant de nouvelles membres, des femmes qui venaient de découvrir ce que nous savions déjà, que la famille pouvait être à la fois la source de notre plus grande joie et de notre plus grande douleur, que les limites n'étaient pas de l'égoïsme, mais de la survie, que se choisir soi-même était un acte d'amour, pas de trahison. Je suis devenue une sorte de mentor pour les nouvelles arrivantes, partageant mon histoire et les leçons que j'avais apprises. C'était étrange de réaliser que ma souffrance pouvait servir à quelque chose, qu'elle pouvait aider d'autres femmes à trouver leur propre chemin vers la liberté.
Un jour, une femme nommée Catherine est venue à notre groupe. Elle pleurait en racontant son histoire, une histoire qui ressemblait tellement à la mienne que j'en avais le cœur serré. Ses enfants adultes la traitaient comme un distributeur automatique. Ils n'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Sa belle-fille la critiquait constamment, et elle continuait à donner, jusqu'à l'épuisement. « Comment avez-vous fait » m'a-t-elle demandé, les yeux pleins de larmes. « Comment avez-vous trouvé le courage de dire stop ?» Je lui ai pris la main. « J'ai failli mourir », lui ai-je dit honnêtement. « J'ai été hospitalisée et personne dans ma famille n'est venu me voir. C'est ça qui m'a réveillée. Parfois, il faut toucher le fond pour réaliser qu'on mérite mieux. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour changer les choses. » Elle a hoché la tête, absorbant mes paroles. J'ai continué. La vérité, c'est que ça fait mal. Ça fait terriblement mal de réaliser que les gens qu'on aime nous utilisent. Ça fait mal de poser des limites et de voir leur colère. Ça fait mal de peut-être perdre l'accès à ses petits-enfants. Mais savez-vous ce qui fait encore plus mal? Continuer à vivre une vie où on n'existe que pour servir les autres. Où on s'efface tellement qu'on ne sait plus qui on est. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé au chemin parcouru depuis cette nuit terrible où j'avais appelé le 15. Seule et terrifiée sur le sol de ma cuisine. J'avais traversé des moments de doute, de culpabilité, de chagrin profond. Mais j'en étais sortie plus forte, plus vivante, plus authentique que je ne l'avais jamais été. Emma venait maintenant régulièrement prendre des cours de peinture avec moi. Nous passions des après-midi entiers dans mon atelier, elle travaillant sur ses propres créations pendant que je l'aidais et l'encourageais. Elle avait un véritable talent, une façon de voir le monde qui me rappelait ma propre jeunesse, avant que je ne commence à m'effacer. Un jour, alors que nous peignions côte à côte, elle m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Mamie, pourquoi tu n'étais plus là pendant si longtemps ?» Je veux dire, la vraie raison. Je savais qu'elle était assez grande maintenant pour comprendre au moins une partie de la vérité. J'ai posé mon pinceau et je l'ai regardé, parce que j'avais besoin d'apprendre à m'aimer moi-même, ma puce. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être aimée, je devais toujours dire oui à tout. Toujours aider, toujours donner, même quand ça me faisait du mal. Et puis, j'ai compris que ce n'était pas juste, que je méritais d'être traitée avec respect. Elle a hoché la tête pensivement. Maman dit que tu lui as appris quelque chose d'important, que parfois, il faut se battre pour soi-même. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Valérie avait dit ça? C'était peut-être le signe de guérison le plus significatif de tous. Oui, ma puce, c'est exactement ça. Et tu sais quoi? Tu as le droit de te battre pour toi-même aussi. Personne n'a le droit de te faire sentir que tu ne comptes pas. Promets-moi que tu t'en souviendras. Elle a souri, ce sourire qui illuminait son visage comme le soleil perçant les nuages. Je te le promets, mamie. Le printemps suivant, j'ai eu 70 ans. Antoine a organisé une fête dans le jardin de leur maison, avec tous les gens qui comptaient dans ma vie. Éléonore et son mari, Richard, les femmes du groupe de soutien, Patricia du cours d'art, et bien sûr Emma et Thomas. Même Valérie était là, souriante et détendue d'une façon que je ne lui avais jamais vue avant. Elle est venue vers moi avec un bouquet de mes fleurs préférées. Bon anniversaire, Christine. Elle a hésité, puis a ajouté « Merci d'avoir été assez forte pour nous montrer ce que ça voulait dire de se respecter soi-même. Ça m'a pris du temps, mais je crois que je commence enfin à comprendre. » Je l'ai serrée dans mes bras, pour la première fois depuis que je la connaissais. « Merci d'avoir eu le courage de changer, » lui ai-je dit. Ce n'était pas facile pour toi non plus. Pendant la fête, alors que je regardais autour de moi tous ces visages aimants, j'ai réalisé à quel point ma vie avait changé. 4 ans plus tôt, je célébrais mon anniversaire seule, attendant un appel de mon fils qui ne venait jamais. Maintenant, j'étais entourée de gens qui m'aimaient vraiment, qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Antoine a fait un discours qui m'a fait pleurer. Il a parlé de la mère dévouée qu'il avait élevée seule, de la grand-mère aimante qu'il avait presque perdue par sa propre faute, et de la femme courageuse qui lui avait appris que l'amour véritable inclut l'amour de soi. « Maman » a-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. « Je suis tellement reconnaissant que tu aies eu le courage de nous tenir tête. À l'époque, je pensais que tu étais cruel, que tu nous punissais. Mais maintenant, je comprends que tu essayais de nous sauver tous.
de nous sauver de devenir des gens qui prennent sans jamais donner, de sauver mes enfants de grandir en pensant que c'est normal de traiter les gens comme tu étais traité, et de te sauver toi-même après des années passées à t'oublier. Cette nuit-là, après que tous les invités soient partis, je me suis assise dans mon jardin avec Richard. Les étoiles brillaient au-dessus de nous et l'air était doux et parfumé par mes roses. « Tu sais ce que je réalise ?» lui ai-je dit. Toute ma vie, j'ai eu peur. Peur de ne pas être aimée. Peur d'être abandonnée comme mon ex-mari m'avait abandonnée. Peur de finir seule. Et cette peur m'a fait accepter des miettes quand je méritais un festin. Il a pris ma main. Et maintenant? Maintenant, je n'ai plus peur. Parce que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Je ne suis jamais vraiment seule tant que je suis en paix avec moi-même. Tout le reste, l'amour de ma famille, l'amitié, la romance, c'est magnifique et précieux, mais ce n'est pas ce qui me définit. Ce qui me définit, c'est la femme que je choisis d'être chaque jour. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je suis allée dans mon atelier. J'ai commencé une nouvelle peinture, un autoportrait. Pas une représentation fidèle de mon visage, mais une image symbolique de mon voyage. Des couleurs sombres en bas de la toile, représentant les années d'effacement et de sacrifice. Puis une explosion de lumière et de couleurs au centre, le moment du réveil. Et en haut, un ciel ouvert plein de possibilités. La vie que j'avais construite après avoir appris à m'aimer. J'ai travaillé sur cette peinture pendant des semaines, y mettant tout mon cœur et toute mon histoire. Quand elle a été terminée, je l'ai accrochée dans mon salon, au-dessus de la cheminée. Chaque jour, elle me rappelle le chemin parcouru et la femme que je suis devenue. Maintenant, je regarde en arrière sur ma vie et je ne regrette rien. Pas même les années difficiles, pas même la douleur et la solitude. Parce que tout cela m'a menée ici, à cette vie pleine et authentique que j'ai construite, à cette paix intérieure que j'ai trouvée, à cette capacité d'aimer librement, sans peur et sans condition. Si je pouvais envoyer un message à la femme que j'étais il y a 4 ans, celle qui était allongée sur le sol de sa cuisine en pensant qu'elle allait mourir, je lui dirais ceci. Tiens bon, la douleur que tu ressens maintenant est le début de ta libération. Les gens qui t'ont abandonné cette nuit t'ont fait le plus beau des cadeaux sans le savoir. Ils t'ont montré la vérité. Et cette vérité, aussi brutale soit-elle, va te libérer. Tu vas découvrir une force que tu ne soupçonnais pas. Tu vas apprendre à peindre et à voyager et à aimer encore. Tu vas trouver des amis qui te valorisent pour qui tu es. Tu vas même retrouver ta famille, mais sur de nouvelles bases, plus saines et plus respectueuses. Et surtout, tu vas enfin te rencontrer toi-même. La vraie Christine, celle qui était cachée sous des années de servilité et d'effacement. Elle est magnifique, cette femme. Elle est forte et courageuse et pleine de vie. Et elle t'attend de l'autre côté de cette nuit terrible. Alors tiens bon, le meilleur est à venir. Les saisons ont continué à défiler, chacune apportant ses propres joies et défis. L'automne suivant, j'ai reçu une nouvelle inattendue qui allait encore transformer ma vie. Dorothée, ma chère amie et mentor, était tombée gravement malade. Je suis allée la voir à l'hôpital, le cœur lourd. Cette femme qui m'avait tant appris sur la force et la résilience était maintenant fragile, diminuée par la maladie. Mais même allongée dans ce lit d'hôpital, ses yeux gardaient cette lueur de détermination que j'avais toujours admirée. « Christine, m'a-t-elle dit en me prenant la main, je veux que tu saches quelque chose. Quand je t'ai appelée il y a 4 ans, j'étais au bout du rouleau. Je venais de voir ces publications horribles sur toi et j'ai reconnu ma propre histoire. J'ai pensé que peut-être, en t'aidant, je pourrais donner un sens à tout ce que j'avais traversé. » Les larmes coulaient sur mes joues. « Tu m'as sauvée, Dorothée. Tu m'as montré que je n'étais pas folle, que ce que je vivais était réel et que j'avais le droit de me défendre. » Elle a souri faiblement. « Non, ma chère, tu t'es sauvée toi-même. Moi, je t'ai juste montré le chemin. Mais c'est toi qui as eu le courage de le suivre. Et maintenant, j'ai une dernière faveur à te demander. Tout ce que tu veux. Je veux que tu reprennes le groupe de soutien. Que tu continues à aider d'autres femmes comme je t'ai aidée. C'est mon héritage, Christine. Et je veux que tu en sois la gardienne. » J'ai promis, la gorge nouée par l'émotion. Dorothée est décédée 3 semaines plus tard, paisiblement, entourée des femmes du groupe qui étaient devenues sa famille choisie. À ses funérailles, j'ai prononcé l'éloge funèbre, racontant comment cette femme extraordinaire
avait changé tant de vies, y compris la mienne. J'ai repris le groupe de soutien, comme je l'avais promis. Nous nous réunissions toujours tous les 15 jours à la médiathèque. Mais maintenant, c'était moi qui accueillais les nouvelles arrivantes, qui partageais mon histoire et celle de Dorothée, qui offrait l'espoir et la compréhension que nous avions toutes si désespérément cherchées. Le groupe a grandi au fil des mois. Nous avons dû déménager dans une salle plus grande, puis organiser des réunions supplémentaires pour accommoder toutes les femmes qui venaient chercher du soutien. J'ai commencé à donner des conférences dans des associations locales, partageant mon histoire et les leçons que j'avais apprises. Un jour, une journaliste d'un magazine régional m'a contactée. Elle avait entendu parler du groupe et voulait écrire un article sur notre travail. J'ai hésité longuement avant d'accepter. Exposer mon histoire au grand public était intimidant. Mais je pensais à toutes les femmes qui souffraient en silence, qui ne savaient pas qu'elles n'étaient pas seules. Et j'ai dit oui. L'article a été publié quelques semaines plus tard. Il racontait mon histoire, de cette nuit terrible à l'hôpital jusqu'à la création du groupe de soutien. Les réponses ont été extraordinaires. Des dizaines de femmes m'ont écrit pour me remercier, pour partager leurs propres histoires, pour me dire que mon témoignage leur avait donné le courage de poser des limites à leur tour. Parmi ces lettres, il y en avait une qui m'a particulièrement touchée. Elle venait d'une femme de mon âge, Françoise, qui vivait dans le sud de la France. Son histoire ressemblait tellement à la mienne que j'en avais le cœur serré. Elle aussi avait été exploitée par ses enfants adultes. Elle aussi avait été abandonnée lors d'une urgence médicale. Elle aussi avait finalement trouvé le courage de dire non. Nous avons commencé à correspondre régulièrement, puis à nous appeler. Françoise est devenue une amie précieuse, une sœur de cœur qui comprenait parfaitement ce que j'avais traversé. Elle a finalement décidé de créer son propre groupe de soutien dans sa ville, inspiré par notre modèle. L'hiver suivant, j'ai organisé une première rencontre nationale, réunissant des femmes de tout le pays qui avaient vécu des expériences similaires. Nous étions une 50aine, rassemblés dans une salle de conférence d'un hôtel près de Lyon. Pendant 2 jours, nous avons partagé nos histoires, nos larmes et nos espoirs. Nous avons créé des liens qui transcendaient nos différences géographiques et sociales. L'un des moments les plus émouvants de cette rencontre a été quand une femme de 80 ans s'est levée pour prendre la parole. Elle s'appelait Jeanne et elle avait attendu 50 ans avant de trouver le courage de poser des limites à sa famille. J'ai gaspillé la moitié de ma vie à essayer de plaire à des gens qui ne m'aimaient pas vraiment, a-t-elle dit, la voix tremblante mais déterminée. Ne faites pas la même erreur que moi. N'attendez pas d'avoir 80 ans pour réaliser que vous méritez mieux. Ces paroles résonnaient dans la salle, touchant chacune d'entre nous au plus profond de notre être. Emma, maintenant adolescente, s'intéressait de plus en plus à mon travail avec le groupe de soutien. Elle m'accompagnait parfois aux réunions, écoutant silencieusement les histoires de ces femmes qui avaient traversé tant d'épreuves. Un jour, elle m'a demandé si elle pouvait interviewer quelques membres du groupe pour un projet scolaire sur les dynamiques familiales. Les femmes ont accepté avec enthousiasme, touchées par l'intérêt de cette jeune fille pour leurs expériences. Le projet d'Emma a été remarqué par ses professeurs et présenté lors d'une exposition à l'école. Valérie et Antoine étaient présents. Et j'ai vu Valérie essuyer discrètement une larme en lisant les témoignages que sa fille avait recueillis. Après l'exposition, Valérie est venue vers moi, visiblement émue. « Christine, a-t-elle dit, je réalise maintenant à quel point ce que tu fais est important. Ces femmes, leurs histoires. J'aurais pu devenir comme les personnes qui leur ont fait du mal. J'aurais pu continuer à te traiter de cette façon pendant des années si tu ne t'étais pas défendue. » Elle a pris une profonde inspiration. Je sais que je t'ai déjà présenté mes excuses, mais je voulais te dire autre chose. Merci. Merci d'avoir été assez forte pour me montrer mes erreurs. Merci d'avoir donné à ma fille un exemple de femme qui refuse d'être maltraitée. Ce moment de réconciliation authentique était plus précieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Valérie et moi ne serions jamais les meilleurs amis du monde. Mais nous avions trouvé un terrain d'entente, un respect mutuel qui permettait à notre famille de fonctionner de manière plus saine. Richard et moi avons célébré notre 3e anniversaire ensemble lors d'un voyage en Normandie. Nous avons marché sur les plages du débarquement, visité les falaises d'Étretat et dégusté des fruits de mer dans de petits restaurants au bord de la mer. Notre relation était devenue un pilier de stabilité et de joie dans ma vie. Un soir, assis devant un coucher de soleil spectaculaire sur la Manche,
Richard m'a demandé si j'avais des regrets concernant ma vie amoureuse passée, mon mariage raté avec le père d'Antoine. J'y ai réfléchi longuement avant de répondre. Mon mariage était un échec, c'est vrai. Marc m'a abandonnée avec un enfant de 10 ans et n'a pratiquement jamais regardé en arrière. Pendant longtemps, j'ai porté cette blessure comme une marque de honte. Mais maintenant, je réalise que son départ m'a obligée à devenir forte, à apprendre à me débrouiller seule. Et même si j'ai fait des erreurs en cours de route, même si j'ai laissé Antoine et Valérie me traiter d'une façon que je n'aurais jamais dû accepter, j'ai fini par trouver mon chemin. Richard a hoché la tête pensivement. Et nous deux? Des regrets? J'ai souri en prenant sa main. Mon seul regret, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Mais peut-être que je n'étais pas prête avant. Peut-être qu'il fallait que je traverse tout ça pour devenir la femme que tu connais aujourd'hui. Il m'a embrassée doucement. Alors je suppose que je dois remercier Antoine et Valérie pour leur mauvais comportement. Sans eux, tu ne serais peut-être pas la personne extraordinaire que j'aime aujourd'hui. Nous avons ri ensemble, un rire libérateur qui contenait toute la douleur du passé et toute la joie du présent. Mon art continuait à évoluer et à s'approfondir. J'avais développé un style unique, mélangeant des techniques impressionnistes avec des éléments plus abstraits. Mes peintures racontaient des histoires de transformation, de résilience et d'espoir. Une galerie de Bordeaux m'a proposé une exposition solo, ma première véritable reconnaissance dans le monde de l'art. J'ai travaillé pendant des mois pour préparer cette exposition, créant de nouvelles œuvres et sélectionnant les meilleures de ma collection existante. Le vernissage a été un succès au-delà de mes espérances. Des dizaines de personnes se sont déplacées pour voir mon travail et j'ai vendu plusieurs toiles ce soir-là. Mais le moment le plus précieux a été quand Emma s'est approchée de moi, les yeux brillants de fierté. « Mamie » a-t-elle murmuré, « tu es une vraie artiste. Tout le monde parle de tes peintures. Je suis tellement fière de toi. » Ces mots valaient plus que toutes les ventes, tous les compliments, toute la reconnaissance du monde. Ma petite fille, cet enfant que j'avais failli perdre, était là, partageant ma joie et ma fierté. Les années ont passé, apportant leur lot de changements et de nouvelles aventures. Thomas est devenu un jeune homme réfléchi et sensible, passionné par les sciences. Emma a choisi d'étudier la psychologie, inspirée en partie par les histoires qu'elle avait entendues dans notre groupe de soutien. Antoine et Valérie ont trouvé leur équilibre, devenant des parents plus conscients et une famille plus unie. Notre relation n'était plus parfaite, personne ne l'était vraiment, mais elle était authentique et respectueuse. Le groupe de soutien a continué à grandir, essaimant dans d'autres villes. Nous avons créé une association officielle avec un site web et des ressources pour les femmes qui ne pouvaient pas assister aux réunions en personne. Des psychologues et des travailleurs sociaux ont commencé à nous référer des patientes, reconnaissant la valeur de notre approche par les pairs. À 75 ans, j'ai regardé en arrière sur ma vie avec un sentiment de paix profonde. J'avais traversé des tempêtes terribles. J'avais touché le fond, j'avais cru que tout était fini. Mais j'avais survécu, j'avais guéri, j'avais fleuri. La femme qui se tenait maintenant devant le miroir chaque matin n'avait plus rien à voir avec celle qui s'était effondrée sur le sol de sa cuisine il y a tant d'années. Cette femme-là était forte, accomplie, aimée. Elle savait qui elle était et ce qu'elle valait. Elle n'avait plus besoin de l'approbation des autres pour se sentir complète. Et surtout, elle avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. Jamais trop tard pour se choisir soi-même. Jamais trop tard pour découvrir qui on est vraiment et devenir cette personne pleinement et authentiquement. Ma vie était devenue un témoignage vivant de cette vérité. Et chaque jour, je me réveillais reconnaissante pour le chemin parcouru, pour les gens qui m'entouraient et pour la femme que j'étais devenue. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez, vous qui avez suivi mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont parmi les préférées de notre chaîne et elles vont certainement vous surprendre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.